Tous ceux que j'ai aimés sont des fantômes à présent. Mais je me battrai pour préserver leurs souvenirs à jamais. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre thème consacré au duel légendaire entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Après les années de construction et d'ascension, après les sommets et les excès des années 80, place à l'ultime chapitre de 1996 à aujourd'hui. Une période marquée par les reconversions, les tentatives de réinvention, les faux départs, les comebacks inattendus et une certaine transformation du mythe. C'est pas fini tant qu'il n'y a pas eu la cloche. Ça sort d'où ça, des 80s? Peut-être même des 70s. Stallone et Schwarzenegger vieillissent, comme tout le monde. Mais comment deux icônes aussi physiques, aussi liées à une certaine idée de la virilité et de la puissance, peuvent-elles continuer d'exister dans un monde qui ne ressemble plus à celui où elles ont régné ? Au menu de cet épisode, des films importants, parfois méconnus, qui disent beaucoup sur l'époque et leur trajectoire. Des flops aussi, mais qu'on a volontairement laissés de côté parce qu'il y a eu quand même de sacrées daubes. Et des réflexions sur ce que leurs parcours disent de l'évolution du cinéma hollywoodien et de la figure du héros. Je suis vieux, pas obsolète. Et bien sûr, pour conclure ce marathon musclé en beauté, on vous a concocté un quiz final complètement barré autour de leur carrière. Attendez-vous à des questions improbables, des répliques cultes et des trahisons d'équipe. L'équipe de retour à l'écran est toujours au complet, prête pour ce dernier round épique. Moi c'est Max et je suis toujours avec Mick. Salut Mick. Salut. Aujourd'hui j'ai l'œil du tigre, mec. Ouais, c'est bon ça. Adrien est là aussi. Salut Adrien. Salut à tous. Ah, c'est sobre toi. Toujours. je sors d'une sieste, hein. Et enfin le digne représentant de la team Schwarzy, Eric. Salut Eric. Oui, salut. Alors team Schwarzy à fond, mais aujourd'hui, ça dépend, ça dépasse. Ah là. Ok. Allez, c'est parti pour la dernière baston. Après avoir triomphé dans un monde bipolaire, les États-Unis savourent leur statut de surpuissance unique. Sous Bill Clinton, l'économie est florissante, la Silicon Valley explose, Internet commence à révolutionner les usages et l'ennemi extérieur n'est plus aussi défini qu'avant. C'est la montée du post-modernisme, de la culture geek, de l'image numérique et surtout du cynisme. Les héros ne sont plus des figures mythologiques, mais des types ordinaires projetés dans des situations extraordinaires. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Entre 1995 et 1997, Stallone peine à sortir d'un tunnel artistique. Judge Dredd, Assassin, Daylight, Copland, 4 tentatives, 4 directions différentes. Avec Copland, il tente un vrai virage. Physique transformée, jeu plus intérieur, face à De Niro, Liotta et Kettel. Le film est salué, mais ça ne suffit pas à relancer durablement sa carrière. Et Hollywood ne sait plus très bien quoi faire de lui. Il n'est plus Rambo, plus vraiment Rocky, et pas encore l'icône vintage qu'il deviendra dans les années 2010. Alors moi je l'ai pas découvert en salle à ce moment-là, j'avais la tête ailleurs moi en fait au moment où il est sorti, et c'est mon pote Felipe que tu connais bien aussi. Ça veut dire quoi ça? On va garder des petites choses secrètes. Ah. Et en fait ouais, c'est mon pote Felipe que tu connais bien, Max, hein, qui m'a filé la VHS et que je l'ai découvert là à ce moment-là, ce qui fait qu'à chaque fois que je le revois je pense à Felipe. Salut Felipe. Et en fait, j'ai toujours aimé ce film en fait parce que je trouve qu'il est super, il est très classique dans son écriture et dans sa forme. Ça ressemble à ce qu'on découvrira être la carrière de James Mangold par la suite, Logan, Le Mans et tout ça. Imaginez que Monsieur Ford veuille construire la voiture de course la plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il ne s'agit pas de vitesse. Et il y a déjà pour un deuxième film, voire même un premier vrai film, parce que son précédent film Heavy était un film indépendant, c'est déjà bien en place, bien ancré, donc très très mûr pour son jeune âge en fait, James Mangold. Et là Stallone, effectivement comme tu l'as dit Max, il joue vraiment avec la physicalité, il a pris 20 kilos pour le rôle. 18 exactement. 18 exactement, ouais. Il marche un peu en boitant, il joue le rôle d'un sourd, donc il a quelque chose avec la position de sa tête aussi, il est très
en retrait, tout en nuances, etc., comme l'ensemble du casting autour de lui. Hein, c'est un casting de rêve. Hein. À la fin des années 90, on a Harvey Keitel, on a Robert De Niro, on a Robert Patrick, hein, le T2, le T1000 de T2. C'est vraiment un super casting, un vrai polar, très western urbain. Hein. D'ailleurs, James Mangold en parle ouvertement en disant voilà, j'ai voulu faire un western mais en mode contemporain dans une ville imaginaire. Et en fait, le film est super, et je l'ai revu hier soir pour les besoins de ce podcast, et je l'ai encore même réévalué à la hausse. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et je trouve que les qualités de classique qu'il a en termes de forme et de narration continuent de jouer avec lui, comme certains films de Clint Eastwood finalement. Et voilà, et donc je trouve qu'il y a une certaine mélancolie qui se dégage du film à travers le personnage de Stallone. Il y a une relation qu'il a avec une jeune femme qu'il a sauvée, qui a provoqué la perte de l'ouïe d'une oreille. Il y a toute une relation entre les deux qui est hyper intéressante, même si elle est très très brève dans le récit. Et c'est le Stallone qu'on aime aussi, qui souffre. Hein. Il y a pas mal de choses aussi physiques dans le film. Tout ce qui est réservé à la fin du film, il se passe quelque chose que je dévoilerai pas si vous l'avez pas vu. Il se passe quelque chose au moment du climax. Et donc on sent qu'il y a une physicalité encore qui est mise à rude épreuve, comme à chaque fois avec Stallone. Et c'est le film où je trouve qu'il est le plus touchant depuis quasiment Rocky 3 en fait, hein, où on voit vraiment ses vraies failles, quoi. Après il y aura d'autres films qui vont arriver par la suite où on retrouvera ce Sly touchant, mais voilà, il est impérial là, dans le film. Je comprends pas. Vous êtes venu me voir, vous m'avez fait un tas de beaux discours sur ce qu'un vrai policier doit faire. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi vous jouez? Je vous ai donné une chance parce que c'était encore possible alors d'agir en flic responsable. Et vous l'avez bousillé! Moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, même si je le revois très très peu, hein, finalement, depuis que je l'ai vu en salle. C'est un peu le Ciao Pantin de Stallone, hein, comme on dit toujours quand un acteur rentre dans un registre plus profond. Il s'est transformé physiquement, il s'efface un peu derrière le personnage. C'est plus Stallone qu'on met en avant, mais c'est son personnage pour une fois qui est en avant. C'est presque une nouveauté, hein, surtout avec les monstres qu'il a à côté, surtout De Niro. D'ailleurs, il disait à l'époque qu'il était comme un élève au milieu des maîtres, et clairement, ça se sent, quoi. Toi, tu parlais de films, enfin, dans la lignée des films de Clint Eastwood. Moi, je le vois aussi comme un film dans la lignée des films de Lumet d'abord, oui, et ensuite de James Gray par la suite. Voilà, c'est ces polars urbains qui vont commencer à pulluler un peu dans ce milieu fin des années 90, et il a toute sa place. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est un très beau film, même si, encore une fois, c'est pas un film sur lequel je retourne. Il n'y a pas de reviens-y forcément dessus, mais c'est un film que j'aime beaucoup, et même s'il n'a pas marché à l'époque, bizarrement, alors qu'avec une affiche pareille, on aurait pu se dire putain, ça aurait pu être un carton, mais et c'est un film dont on parle pas souvent, et pourtant il a de vraies qualités, quoi. Ouais, tout à fait. Après, on y revient peut-être pas souvent parce que il a pas non plus, à part le climax, il a peut-être pas forcément de scènes qui marquent vraiment les esprits. C'est vraiment axé sur le scénario, les liens entre les personnages et tout ça, ce qui fait que c'est pas forcément, c'est pas que c'est pas un film friendly, quoi, mais c'est que c'est un film qui on a besoin d'avoir un peu de temps pour oublier les péripéties. Comme là, hier soir, j'avais oublié quelques petits points, etc. Et j'étais, ah ouais, ça c'est vachement smart et tout ça. En fait, le film gagne un peu en intensité au fur et à mesure qu'on le voit en vieillissant, parce qu'on voit aussi toutes les petites zones de maturité. Alors étrangement, alors que James Mangold était si jeune, il y a plein de choses très 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 matures, hein, dans la narration, quoi. Moi, c'est un film que j'adore, et c'est un film où j'adore Sylvester Stallone dedans. Et si on refait l'historique des 2 derniers épisodes, vous savez, moi je suis Team Schwarzy à fond. J'étais un peu jeune, j'étais enfant quand Rambo 1 et Rocky 1 sont sortis, donc j'ai pas pu les vivre en même temps. Je les ai vus après coup, après les Rambo 2, les Rambo 3, qui sont des personnages que j'aime pas, toute la coloration politique, je pense que je me suis assez exprimé dessus. Les Rocky aussi, oui, j'étais pas fan, donc de manière rétroactive, je me suis forcé à aimer Stallone, mais je n'ai pas vécu une performance de Stallone en live au cinéma avant Copland, en fait. Donc j'étais dans la salle, j'ai vu ce gars-là, j'ai beaucoup aimé Demolition Man, etc., mais c'était un petit peu en dessous de Schwarzenegger quand ils étaient dans leur rivalité, et là j'ai vraiment vu
une performance d'acteur, vous l'avez dit, il ne bouffe pas du tout le film. Là, on le voit vraiment dans le rôle d'un personnage et on y croit, alors que c'est quand même très marqué et que sa transformation est spectaculaire. Et en plus, dans un film qui a peut-être vieilli, mais qui à l'époque était dans la modernité du cinéma indépendant qu'on découvrait dans les années 90. Et moi, c'est un film qui m'a mis KO et j'ai adoré voir Sylvester Stallone dedans. C'est la mafia qui tient cette ville. Et ce que je vois aujourd'hui, ça me plaît plus. Tu vas arrêter toute la ville? Si ta moitié remue la merde, ça peut redémarrer. Rentre chez toi, Freddy. Et surtout, évite de trop penser. Et c'est le hasard du découpage des épisodes, mais c'est à ce moment-là où moi j'ai un shift quand même avec Sylvester Stallone, où je commence à me dire... Les choses sont bien faites quand même. Ouais, oui. C'est incroyablement bien fichu, mais on s'était pas concerté sur ce point-là. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le comédien, avec le réalisateur, avec le producteur, etc. Mais je le trouve passionnant, formidable, fascinant dedans. Moi, c'est un film que j'adore. Alors, on essaye de se retenir pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais le climax, le final, c'est une scène d'action dans le sens du cinéma indépendant, hein, donc c'est pas l'action telle qu'on a connue, mais ça déconstruit justement l'action des gros bras avec des explosions partout, etc., avec une idée de réalisation absolument fabuleuse, génial, hyper sensitive, hyper empathique avec le personnage de Stallone. Franchement, mais c'est incroyable, quoi. Donc si vous ne connaissez pas ce film, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez oublié, je pense qu'il faut le revoir de toute urgence. Il faut que ce film reste, quoi. C'est pas possible. En fait, moi, quand je vois Copland, c'est complètement dans le désordre. Bon, vous, ça a toujours un ordre logique, forcément, de par votre grand âge. Mais moi, du coup, ça n'a... ça n'a aucun rapport. Tu peux parler plus fort. Non, moi, du coup, ça n'a aucun rapport parce qu'en fait, je vois Copland avant de voir Rocky, avant de voir tous les films de Stallone qu'il y a eu derrière, enfin, qui ont eu avant. En fait, moi, j'ai juste vu Cobra et Demolition Man quand je vois Copland. Et en fait, je lance Copland juste parce que je suis dans une période film de gangsters, les affranchis, etc. et que le casting m'a botté. Du coup, je lance Copland à ce moment-là. Et oui, je prends une grosse claque et je découvre un Stallone que je n'avais pas, puisque pour le coup, j'avais vraiment que Cobra. Donc, on est loin dans l'acting. Et donc, voilà, je me prends une... C'est un peu l'anti-Cobra. Le contraste. C'est un peu l'anti-Cobra. Et pourtant, j'adore. Mais voilà, j'ai pris une grosse claque. Et c'est là, clairement... mais c'est rassurant en même temps. Hein. Même Eric. Enfin. Tu m'étonnes. Dites-moi dans quel film Schwarzy arrive à donner autant d'émotions que dans Copland avec Stallone. Enfin, je veux dire, Là-dessus, on est d'accord. On est très très loin. Enfin, rien que de l'imaginer, j'en pouffe de rire. Ouais. Non, mais bref, du coup, Copland, gros kiff. Même si je suis pas forcément fan de Mangold par la suite, c'est vraiment un film. Voilà, c'est On va vous laisser avec Mick. Ouais. On va se battre, on va être obligé de se retrouver dans un parking avec une épée chacun. Fais gaffe, j'ai fait 11 ans d'escrime. Hein. Ah merde, c'est vrai. Tu me l'avais dit en plus. Voilà, ouais. La mémoire papy. il Mais est en forme aujourd'hui. Non, à peine. Non, c'est tout pour Copland. Pour Schwarzenegger, l'effaceur est un baroud d'honneur convenu. Puis vient Batman et Robin, dans lequel il incarne Mr. Freeze. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois. Et là, il subit l'un des plus gros flops critiques de sa carrière. Ce rôle kitsch caricatural symbolise bien l'impasse dans laquelle il se trouve. Toujours immense star, mais dont les codes sont devenus datés. Alors, est-ce que quelqu'un veut défendre Batman et Robin? C'est déjà la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il existe quelqu'un au monde qui est capable de défendre ce film? Allez. Je peux pas le défendre, vraiment. Vas-y. Toi, tu veux le défendre, Mick? Non, je veux pas le défendre. Je voulais essayer de commencer un petit peu sur du positif. Vas-y. Bon, en fait, vas-y. Moi, je suis assez fan de Joel Schumacher. En fait, j'avais déjà fait un express sur l'expérience interdite, voilà, pour dire combien j'estime ce réal, ses qualités aussi formelles de mise en scène, de traitement de la direction artistique, tout ça. Mais disons que autant peut-être le Batman 3, il y a peut-être des choses à garder à l'intérieur qui sont peut-être pas si mal que ça, même si je suis pas un grand fan. Batman et Robin, il y a une direction artistique qui est vraiment
purement disco en fait, hein. Même les lumières vacillent, on se croirait vraiment tout le long en discothèque, enfin, en tout cas à mon souvenir. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes visuellement, mais c'est vrai que arriver après les deux mastodontes de Tim Burton et même son travail qu'il a fait sur le troisième, ça devient un peu difficile. Pourtant, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le film. L'arrivée de George Clooney, c'est pas inintéressant de le voir en Bruce Wayne. Bon, il en fait pas grand chose, mais je trouvais que le casting sur le papier, c'est plutôt intéressant en fait. Je trouvais que ça correspondait bien avec l'image un peu dandy qu'on peut avoir de Bruce Wayne, même si ça a été après trituré de manière un peu différente chez les films de Nolan. Dans le casting, on a Uma Thurman qui fait un Poison Ivy qui est plutôt bien incarné, qui est plutôt vraiment bien. Le costume de Schwarzenegger est plutôt bien foutu en fait, hein. Il est ultra kitsch. Je crois que tu l'as pas revu depuis très longtemps ce film. C'est vrai. Mais disons que non, mais ça participe de la direction artistique qui ressemble peut-être presque plus à une réadaptation de la série des années 60 que un vrai film qui se défend tout seul. Alors ça pour le coup c'est assumé par Schumacher, hein. Voilà, c'est ça. Et mais bon, ce qui est compliqué, c'est que c'est tellement bariolé, tellement fun, mais dans le mauvais sens du terme, que c'est difficile de se trouver un peu intéressé par le film, que j'ai pas revu moi depuis l'ère de la VHS, et j'ai pas vraiment l'intention de le refaire. Mais voilà, je voulais quand même essayer de remettre en perspective le travail de Joel Schumacher, qui est pas si mauvais que ça en fait. Mais c'est sûr que la direction qui est prise, elle est un peu compliquée vis-à-vis du matériau de base en fait. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, si je l'ai revu il y a pas si longtemps, et le pire c'est que je l'ai revu avec mes enfants. Donc, mais on l'a vu en mode soirée Nanarland, quoi. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc oui, le film ressemble à Il a toute sa place. Ah oui, toute sa place. Le film ressemble effectivement, la direction artistique, c'est la direction artistique d'une boîte de nuit en film, mais c'est la boîte de nuit de Borm les Mimosas, quoi, quand même. Hein. C'est pas les bains douches, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment le problème. Et c'est rigolo. Et d'ailleurs, il y aura très prochainement un retour à l'écran express sur les adaptations de comics dans les années 90. Vous verrez, bientôt. Oui. Mais on est dans une période où on a l'impression qu'on sait pas dans quelle direction on veut aller. Oui, ouais. Donc il y a un côté fun, il y a un côté rétro, il y a un côté kitsch, il y a un côté second, énième degré, il y a un côté premier degré avec de l'action. C'est n'importe quoi, tout pêle-mêle emmêlé. Alors moi j'aime beaucoup Schumacher avec la Génération perdue, moi qui est un film que j'adore certains de ses films. Il y a des briques quand même qui devraient faire un bon spectacle, mais c'est juste n'importe quoi, et ça a extrêmement mal vieilli en plus. Donc c'est vraiment, mais le niveau de gênance de ce film, il y a quand même des trucs de malade. Poison Ivy qui fait la femme sexy, qui a quand même des dialogues mais tu croirais sortir, mais de je ne sais quelle production pour adultes. Ah oui, et pour revenir quand même à Schwarzenegger, qui en fait est un espèce de caméo de luxe, c'est-à-dire c'est vraiment, il fait le rôle d'un méchant mélangé au milieu d'une pelletée de méchants, donc il n'y a même plus de stature de rien du tout. Moi ce qui me marque c'est la guirlande de punchline toutes plus débiles les unes que les autres. C'est genre hey Freeze, arrête, t'es givré. Ça, tu me donnes envie de le revoir. Eh oui. Non mais c'est pas possible quoi. Et mais c'est horrible. Et encore dans la version originale, vous savez les Américains quand ils disent stop, bougez plus, ils disent freeze, les policiers. Oui. Je n'ose imaginer ce que ça doit être en VO pour les anglophones quoi. Non mais ce film est franchement c'est marrant hein, mais c'est quand même la gênance, mais le truc affreux. Et que vient faire Schwarzenegger dans une telle galère? Mais franchement, mais que vient-il faire? Ah ouais, c'est clair, enfin c'est un film moisi. Enfin, moi je l'avais vu une première fois en DVD il y a longtemps hein, je pense qu'il y a 20 ans à peu près. Et je l'avais trouvé abominable déjà à l'époque. C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. Vous avez quelques avis positifs sur Batman Forever. Moi, Batman Forever, je ne l'aime pas du tout non plus. C'est un film qui me casse la tête. Il a un côté hystérique et tape à l'œil dedans, alors que j'adore Jim Carrey, j'adore vraiment ce mec, et dedans il m'insupporte. Tommy Lee Jones c'est pareil, et Val Kilmer dans le rôle de Batman, non. Alors que j'adore aussi Val Kilmer. Et donc hier soir j'ai quand même tenté de le revoir parce que voilà, il fallait qu'on en parle et que je l'avais mis bien au fin fond de mes souvenirs. Et ça a été une torture parce que c'est vrai, comme tu l'as très bien résumé Eric, c'est un film particulièrement moisi.
À tous les niveaux. Visuellement, c'est moisi à fond. Les décors en carton-pâte, les punchlines, je suis tellement d'accord avec toi. C'est malaisant. Et ça fait de la peine parce que tu vois un casting pareil, tu te dis mais comment. Et George Clooney, quoi. Putain, mais George Clooney, c'est pire que Val Kilmer, quoi. Il est là, on dirait qu'il est venu tourner ce truc-là entre une pause, entre 2 épisodes d'urgence. Tiens, je vais tourner un Batman et j'en ai rien à foutre. Il s'est très longtemps excusé d'avoir joué dans ce film. Ouais. Et il peut encore le faire sans déconner. Et puis Schwarzenegger qui est absolument abominable dedans. Enfin, tout est abominable dedans. Ça a été une torture et je vous cache pas que je suis même pas allé jusqu'au bout. Quoi. Voilà. C'est quand même le début de la fin pour Schwarzenegger à ce moment-là, parce que le film qu'il avait fait juste avant, un an avant, c'est de L'Effaceur. L'Effaceur qui est pas non plus le haut du panier, quoi. Nous-mêmes, on avait été le voir en salle et le film s'était arrêté un peu au milieu. Bon, on a attendu qu'il reprenne, mais on aurait très bien pu sortir de la salle, c'était pas un problème, quoi. Déjà à l'époque, alors qu'il était quand même au top de sa célébrité, quoi. Allez, relève le niveau, Adrien. Non, moi j'ai juste une petite question. Vous vous attendiez à quoi de la part de Schwarzy, quoi? Évidemment que c'est pas bien. Il est au sommet de sa forme, là. Voilà. Le pauvre ne porte pas le film sur ses épaules quand même. Heureusement. Parce qu'il y a c'est vrai. Personne le porte, en fait. Personne n'en veut, en fait. Personne. Non, toi. Non, franchement, en fait, je vais vous expliquer. Moi, je l'aime bien, entre guillemets. Oh là là. Je l'aime bien, mais en fait, tout s'explique. Tout s'assume. En fait, j'étais très jeune. Moi, je l'ai découvert comme un enfant, en fait, et ça pose pas de problème quand tu le vois en tant qu'enfant. Mais ça, je pense que t'as raison. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens de ma génération qui adorent le film et qui le préfèrent au film de Burton. Alors, je suis pas à ce point-là. Mon Dieu. Ah ouais, mais j'en ai qui... Lucas, précisément, s'il écoute... C'est ce qui explique que ta génération a quand même des gros soucis. Hein. C'est très bien documenté, hein, quand même. Hein. Mais c'est culte, il y a de en fait, c'est de l'excès. C'est les mêmes qui ont adoré Cobra, c'est ça? Non, enfin, oui. Ah bah voilà. Mais... Des goûts de chiottes, quoi. Non, mais non. Alors, le film est pas bon, mais quand tu le vois en tant qu'enfant, ça passe largement. Et il y a des trucs qui restent, en fait, des trucs qui restent de ouf. Moi, je sais que la batte carte de crédit... les petits tétons de Batman, tout ça, c'est des trucs... Attends, la batte carte de crédit, il la sort pour acheter Uma Thurman, enfin Poison Ivy, parce que elle est mise aux enchères. Enfin, mais ouais. C'est tellement hors du temps ce genre de scène dégueulasse. J'adore. Voilà, j'adore le film. Non, mais j'irai pas le revoir. Honnêtement, j'irai pas le revoir. Je suis pas sado non plus. Mazo. Pardon, excusez-moi. Je vois qu'ils sont plus renseignés que moi ici. Hein. C'est certainement. Sauf si tu nous l'imposes, tu seras sado. Non, mais j'irai pas le revoir. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pas un souvenir. Je sais que c'est kitsch et que c'est atroce, mais j'en ai pas un souvenir. Ça me ferait pas chier de le revoir. Ça m'amuserait, quoi. Et je le vois même pas comme un nanar. Hein. Tu vois pas comme un nanar? Waouh. En double programme avec 5e élément, quoi. Ah, mais le 5e élément, pour le coup, c'est vachement mieux, quand même. Ouais, quand même. Et je trouve que ça passe, hein. 5e élément, ça va de fou. Mick et moi, on est dans la team, on déteste ce film, donc voilà. J'aime pas ce film, mais là, je dois quand même reconnaître que faire pire que Batman et Robin, c'est quand même, faut se creuser la tête, quoi. Mais Forever, il est moins bien, hein. Ah bon? Enfin, c'est pareil. Il est mieux, mais moins marrant. Donc là, ça devient compliqué. Voilà. Là, on est dans des nuances un peu extrêmes quand même. Là, Ça faisait des super jouets, mais c'est ça. C'est pour vendre des jouets. Je pense que c'est mieux. Hein. Eh oui, bah oui, c'est mieux. Allez, on enchaîne. Arnold termine le XXe siècle avec La Fin des temps, où il tente de renouer avec un rôle plus sombre, plus tourmenté, presque apocalyptique, dans une ambiance millénariste à la sauce Seven, mais sans succès majeur. Le film s'inscrit dans la vague de thrillers ésotériques et anxiogènes qui accompagnait la fin du millénaire, avec son lot de paranoïa religieuse, de satanisme hollywoodien et de compte à rebours vers l'an 2000. Schwarzenegger y incarne un ex-flic désabusé, hanté par la mort de sa famille, confronté au diable en personne. Un contre-emploi sur le papier censé montrer un acteur plus vulnérable et introspectif. Mais malgré de bonnes intentions, le public est dérouté et la critique mitigée. La Fin des temps marque ainsi une tentative de réinvention, mais aussi un symbole des limites de Schwarzenegger à sortir du moule qui a fait sa légende. Ce faux départ amorce une période plus creuse dans sa carrière ciné, avant son virage politique du début des années 2000. Si l'ange noir, grâce à son apparence humaine, vous possède, alors il ouvrira les portes de l'enfer. Comment peux-tu penser me vaincre, alors que je suis éternel?
Pitié, Seigneur, aide-moi. Bon, je vais commencer pour contextualiser un peu le film, parce que c'est vraiment un film qui fait partie, comme tu l'as dit, d'une espèce de vague de retour de films qui remet le diable, l'ésotérisme, la religion, le satanisme sur le devant de la scène. Ça fait écho à la vague de films qu'il y a eu à Hollywood sur le même thème au milieu des années 70, début 70, où il y avait L'Exorciste, La Malédiction, La Sentinelle des Maudits, enfin c'était une autre gamme de films, sauf que là on a la version quand même fond de vidéoclub, parce que on se souvient peut-être de Stigmata, mais c'est Les âmes perdues avec Winona Ryder, Le Témoin du mal, enfin il n'y a pas grand chose de très chouette qui est sorti de tout ça, à part peut-être la 9e porte de Roman Polanski, et encore effectivement, mais c'est le seul qui était une production un petit peu ambitieuse et exigeante. Donc bref, cette espèce de vague elle est déjà pas ouf, alors que moi personnellement j'aime bien ce genre de film de nature. C'est aussi un film qui est un petit peu bricolo, parce que au départ, comme il y a une vague de nouveaux réalisateurs, les David Fincher, etc., les réals de pubs, de clips, ça devait être un réalisateur de pubs très connu, aussi de clips, qui s'appelle Marcus Nispel, qui devait réaliser donc ce film au départ. Oui. Et donc c'était son premier long métrage, superstar des nouvelles images, de cette nouvelle forme de raconter pour moderniser un petit peu le cinéma hollywoodien et grand public et de divertissement. Mais en fait, Nispel jette l'éponge parce qu'en fait il y a eu un événement qui l'a vraiment houspillé, c'est-à-dire que comme c'était une superstar de la pub, il avait ce qu'il appelle un manifesto, c'est-à-dire une espèce de liste d'exigences qui était assez pointue, et cette exigence donc il l'avait confié au studio pour sa première réalisation, et en fait cette liste a fuité dans la presse et ça donnait pas une image très jolie en fait de ce réalisateur là. Shame. Puis on n'a pas l'habitude de voir des exigences comme ça, surtout d'un jeune réal. Alors lui a claqué la porte, officiellement pas par honte, alors que c'est la raison officielle, mais plus parce qu'il s'est dit je peux pas faire confiance dans une boîte de prod qui rend public des éléments confidentiels. Donc le réalisateur qui aurait dû être quelqu'un qui aurait dû au moins proposer dans ce projet de tout venant quelque chose de visuellement, ou quelque chose en tout cas en termes de mise en scène et de réalisation un peu moderne, il est remplacé par Peter Yams, qui est aussi un vétéran, un très bon réalisateur artisan, mais qui est aussi un vieux de la vieille, quoi. Donc déjà, le projet part pas sur les bons rails. Moi, personnellement, c'est un film que je trouve très décalé, qui est pas désagréable à regarder aussi, hein, quand on aime en plus Schwarzenegger, mais il est tellement il est tellement d'un autre temps, avec un final avec des effets en CGI qui sont pas au point comme beaucoup de films de cette époque, mais comme tout repose là-dessus, avec des concepts même à une époque où on a envie de plus de nuances. Là c'est le diable en personne et ça se termine à coup de poing dans la gueule. Enfin rien que sur le papier en fait ça sent on n'est plus dans la bonne décennie quoi avec ce film là quoi. Ouais, j'ai un peu la même sensation avec le film. Alors moi, quand je l'ai vu, j'étais dans une école de cinéma et j'ai fait sauter les cours pour aller le voir parce que j'étais comme un malade en me disant Schwarzenegger plus le mec Peter Hyams à la barre avec des effets spéciaux et du diable, etc. dans un univers à la Seven. Je me suis dit mais c'est le film pour moi quoi. Vraiment, j'étais aux anges et je vois le film et je trouve que c'est pas mal, mais je suis quand même déçu pour plein de raisons. Et déjà à l'époque, je trouvais que les CGI étaient pas forcément au top, déjà en 99 quoi. Donc je l'ai pas revu depuis une éternité. J'imagine aujourd'hui l'effet que ça doit produire. Après, il y a des choses qui sont intéressantes dans le parcours du personnage, il y a une atmosphère au démarrage qui est intéressante, mais bon, le problème, c'est que, ouais, tu l'as tout résumé, Eric, c'est-à-dire que là, il arrive peut-être un peu en décalage, et je savais que c'était Marcus Nispel qui devait le faire, etc., mais je savais pas pour quelle raison Peter Hyams était arrivé sur la mise en scène, mais en fait, ça révèle vraiment le côté anachronique de ce film, encore une fois, qui peut-être aurait mérité d'arriver au tout début des années 90 pour être moins anachronique, ou alors arriver carrément 10 ans plus tard quoi, avec l'avènement des CGI vraiment concrets et tout ça, avec peut-être une autre personnalité que Schwarzenegger qui peut-être dessert aussi le film pour plein de raisons quoi. En revanche, le film a quand même, quand je regarde les chiffres du box-office,
le film a quand même marché. Il a fait 212 millions de dollars. J'imagine que c'est worldwide, mais c'est quand même pas si mal parce que tous les autres films qu'il va faire par la suite pendant un long moment n'arriveront même pas à atteindre ce score-là, quoi. On parle de Marcus Nispel depuis tout à l'heure. Après, c'est quand même quelqu'un qui s'est spécialisé dans les remakes de classiques de films d'horreur. Il a quand même fait le remake de Massacre à la tronçonneuse, qui est pour le coup, pour moi, un très bon remake. Ouais, qui est super bien. C'est un film très réussi pour moi. Il a fait le remake de Vendredi 13 aussi, que je trouve dans sa version Killer's Cut, qui est une version qu'on trouve qu'aux États-Unis malheureusement, et qui est très très bien aussi. Par contre, il a fait le remake de Conan, et c'est là ça va pas du tout. Je rêve. Moi, c'est un film que j'avais découvert moi pour le coup en DVD. Je n'étais pas allé le voir en salle. J'avais trouvé ça très sympa, sans plus. Mais à l'époque, encore une fois. Mais moi, alors, j'avais pas d'attente réelle sur ce film-là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai vu une série B plutôt correcte à l'époque. Mais je l'ai jamais revu depuis. J'ai jamais eu envie de le revoir depuis. J'en ai quasiment pas souvenir. Je vais être très honnête. Je pense que vous avez déjà tout dit. Et je pense pas pouvoir apporter quelque chose de plus, sachant que voilà, il est très très enfoui dans ma mémoire. Ben voilà, bon. Voilà, pas plus. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais peut-être vous étonner, mais je l'ai pas vu. On l'attendait. Je crois que je regardais Batman et Robin ce jour-là. En boucle. Mais en boucle. Mais non, je l'ai pas vu. Mais vous m'avez donné envie de le voir, donc je vais me le faire et on saura pas si j'ai aimé ou pas. Voilà. J'en ferai une petite pastille dans un épisode. Mais vous m'avez donné envie en tout cas. Entre 2000 et 2005, la carrière de Stallone et Schwarzenegger entre dans une zone de turbulence. À la croisée de l'épuisement du modèle du héros musclé des années 80-90 et d'un contexte politique et cinématographique radicalement transformé. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis entrent dans une ère de peur, de paranoïa sécuritaire et de repli identitaire. Le 26 octobre, le Congrès américain vote le Patriot Act. Une loi qui renforce les pouvoirs des autorités américaines dans la lutte contre le terrorisme. Elle prévoit notamment de faciliter la mise sur écoute, la surveillance et la détention des suspects. La guerre contre le terrorisme devient le nouveau paradigme politique. Fini la guerre froide, les ennemis d'hier sont remplacés par des menaces plus diffuses. Terroristes invisibles, réseaux islamistes, crise globalisée. Le monde change, et le public américain cherche d'autres figures que les archétypes invincibles des décennies passées, à l'image de Jason Bourne. Au début des années 2000, Stallone est clairement en difficulté. Après l'échec critique et public de Driven, il enchaîne quelques projets oubliables, notamment Detox ou Avenging Angelo, peinant à retrouver une place dans un cinéma d'action qui ne veut plus vraiment de lui. Il commence à s'éloigner des studios, réfléchissant à une reconquête plus personnelle. Cette période marque un retrait stratégique où il prépare doucement son retour en misant sur ses icônes passées qu'il ressuscitera avec succès un peu plus tard. De son côté, Schwarzenegger fait un virage inattendu. Il quitte Hollywood pour se lancer en politique. En 2003, il est élu gouverneur de Californie. Son image d'homme fort, pragmatique et au-dessus des partis séduit un électorat en quête de leadership. Ce basculement marque une forme de consécration symbolique. Il ne joue plus les sauveurs à l'écran, il prétend désormais l'être dans la vraie vie. Sur le plan ciné, il tourne encore Terminator 3, qui malgré ses limites fonctionne commercialement, mais sent déjà la formule essoufflée. Ensuite, sa filmographie s'interrompt presque totalement pendant ses années au pouvoir. Pourquoi moi? Tu es John Connor. Ma mère m'a bassiné avec ses conneries dès le berceau. Regarde-moi, je suis pas un meneur, j'en ai jamais été un, jamais. C'est difficile de passer après James Cameron. Alors déjà, il faut avoir, on va le dire, il faut quand même avoir les cojones pour pouvoir arriver juste ensuite par la suite de James Cameron, quoi. Donc Jonathan Mostow, c'est pas un branque, hein. Il a fait un chouette film qui s'appelle Breakdown avec Kurt Russell, donc c'est une sorte de thriller autoroutier un petit peu dans la veine Hitcher, on va dire un peu pour le faire simplement, et plutôt bien senti. Il se débrouille pas trop mal dans le film, mais c'est sûr que
avec l'aisance de James Cameron. Le premier et le deuxième film de la saga sont à des milliers de kilomètres au-dessus, quoi. Donc déjà c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai pas revu le film, j'ai juste revu la BA parce que j'aime pas vraiment le film, mais quand on revoit que la BA, on voit le film date de 2003. On a l'impression qu'il est encore plus daté que Terminator 2 qui lui a déjà 10 ans de plus, quoi. Mais clairement. C'est tellement... qui a envie de revoir Terminator 3, en fait? C'est la bonne question. Oh là là. La fausse bonne idée, c'est d'avoir un Terminator féminin comme ça, on coupe court à la comparaison avec les autres personnages. Mais finalement, on n'en fait pas grand-chose de ce personnage. Franchement, moi, j'en garde aucun souvenir pérenne, en fait, hein. Même le casting, pourtant j'aime bien Claire Danes, tout ça, mais je trouve que le casting, il n'y a pas de cohérence dans ce casting là. C'est un peu moche, ça fait un peu téléfilm de luxe. Vraiment, je suis pas vraiment emballé, quoi. Parle à ma main. Bah, moi, je vais complètement dans ton sens. Voilà, c'est hyper compliqué de passer derrière Cameron. La mission impossible, elle s'est avérée impossible, en fait. Ah oui. La BA, déjà, à l'époque, m'incitait à ne pas y aller. Et je l'ai vu en DVD l'année d'après, quand il est sorti. Et même impression, un film un peu daté déjà, pas très cohérent, avec la seule bonne idée de ce Terminator féminin. Mais sinon, le reste... ça m'intéressait pas, en fait. Enfin, c'est tellement à milieu de ce qu'on avait vu 10 ans avant que tu dis à quoi bon, en fait, et pourquoi, en fait. Surtout pourquoi, à part faire du pognon, encore une fois, mais sinon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un film que je revois pas et j'ai pas forcément l'intention de revoir en plus. Mais même Cameron avait suggéré à Schwarzy de le faire, hein, en demandant une grosse somme d'argent, en fait. Quand tu vois qu'il a poussé, cautionné, produit Dark Fate, donc le dernier en date et qui est quand même une abomination, Cameron, des fois, je comprends pas trop ses choix, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Non, il a des bons choix pour ses propres films, mais sur les films des autres, je pense que c'est plutôt l'argent qui prédomine, quoi, clairement, pour financer ses propres films. Bah moi justement il arrive après Terminator 2, donc tu peux pas faire mieux. Moi je trouve ça hyper intéressant. En fait, je trouve ça, c'est pessimiste, c'est noir. J'aime bien ce début de merde où John Connor finalement comme le problème entre guillemets est réglé au début du film, du coup lui sa vie n'a plus de sens. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Certes, il y a une facture téléfilm de luxe comme tu disais, Mick, mais moi je trouve que en vrai ça passe. Évidemment, c'est complètement naze comparé aux deux premiers, mais ça... Je vois Max qui... J'ai chaud. Je lui donne chaud, je crois. J'ai chaud parce qu'il fait chaud et j'ai chaud pour ce que j'entends. Donc c'est pas bon. Non mais comment tu dire ça va, c'est bien, même si c'est pourri. Et parce que justement c'est à contre-courant, ça va ailleurs, ça va chercher. Ça va nulle part surtout, c'est ça le truc. Non mais c'est bon, après moi je sais pas, je l'ai pas revu depuis longtemps, c'est vrai. Mais dans la lignée, quand j'ai regardé tout Terminator, ça m'a, tu vois, je préfère largement celui-là à Salvation. Il est pas bien non plus. Hein. De toute façon, et Terminator, il y en a que deux. Bah voilà, il y en a que deux, ça s'arrête là, et puis voilà, on n'en parle plus. Là, vous avez compris qu'on parlera pas des autres après. Hein. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, en fait, parce que Terminator 3, c'est une ressucée. Ça n'apporte rien. En même temps, on va dire, c'est pas une copie, mais c'est assez appliqué. Et c'est assez bien fait artisanalement, malgré la facture téléfilm, est-ce d'accord, mais c'est quand même, voilà, on passe après James Cameron, donc c'est quand même pas si simple. Donc je trouve que c'est quand même pas non plus déshonorant. Et donc après, il y a deux attitudes à avoir, c'est-à-dire ou bien ça irrite de voir ça, et ça pose la question de l'intérêt après Terminator 1 et 2 qui sont quand même excellents, ou alors, et ça a été mon cas, on peut y prendre un plaisir un peu doudou, en fait, de revisiter des films qu'on a aimés à la lumière, parce que Max, tu l'as dit en introduction, mais faut quand même pas oublier que pour les gens qui aiment Arnold Schwarzenegger comme moi, eh bien on a eu quand même une guirlande de films extrêmement en dessous avant ce Terminator 3. Il entre en politique, donc on sait qu'on va pas le revoir au cinéma avant sans aucun doute longtemps, peut-être très longtemps, et quand Terminator 3 arrive,
Alors, on sait que c'est pas une fin de carrière extraordinaire, mais bon, il reprend un rôle iconique. Moi, je sais que je l'ai vu en salle. J'ai eu du plaisir à le retrouver dans ce fameux rôle que j'ai eu autant de plaisir à découvrir des années avant. Il y a quelques scènes que je trouve à l'ancienne, que je trouve assez fun, quand il y a une course-poursuite avec un camion, où il est pendu avec un treuil derrière, il se prend un immeuble dans la gueule, il pète l'immeuble, il pète la route, à l'ancienne, il casse tout. Bon, voilà, moi personnellement j'ai trouvé ça plutôt fun. Je suis d'accord, ça n'apporte rien, c'est même assez lassant à la fin parce que le film dure longtemps, ça va nulle part, etc. On a compris. Bon, moi je fais plutôt partie des gens qui sont totalement conscients du produit, parce que c'est un produit, mais j'y ai pris un peu du plaisir malgré tout parce que j'aime beaucoup Schwarzenegger et voilà, j'ai eu plaisir à le revoir là et en me disant ok, allez, c'est fini avant un moment. Et donc voilà, ça c'est mon point de vue sur Terminator 3. Ce que je remarque aussi, vous l'avez dit, c'est que bon, aussi voilà, c'est modeste soit-il, ça reste quand même, je trouve, la dernière séquelle à peu près regardable pour moi, parce que toutes les autres séquelles de Terminator, c'est juste pas possible. Ou ça part en Nawakland avec le 4, et là pour moi j'ai trop mal à mon Terminator, j'y arrive pas et je trouve ça bas de caisse. Ou alors c'est des ressucés encore plus débiles de trucs, là pour moi là c'est stopissime. J'adore cette franchise effectivement de 2 films et Terminator 3 c'est ce que je tolère encore quoi, personnellement. Entre 2006 et 2010, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger entament une reprise en main de leur image, mais chacun à sa façon, et dans un contexte politique et cinématographique qui leur permet de redevenir pertinents, parfois en revenant à l'essentiel. La fin des années 2000, c'est le crépuscule de l'ère Bush. L'Amérique est épuisée par la guerre en Irak, traumatisée par la crise économique de 2008 et en perte de confiance dans son modèle. En 2008, l'élection de Barack Obama incarne un espoir de renouveau après une décennie marquée par le choc du 11 septembre, la peur, la surveillance de masse et le militarisme. We are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Au cinéma, c'est l'explosion du film de super-héros, mais aussi le retour de plusieurs vieilles gloires, à condition qu'elles se racontent autrement, moins en conquérant, plus en légende cabossée. C'est aussi la grande époque des reboots, préquels et sequels qui permettent aux anciens de revenir tout en jouant la carte de la mémoire. Stallone en profite pour signer ici l'un des plus gros coups de sa carrière tardive. En 2006, il revient là où tout a commencé avec Rocky Balboa. Contre toute attente, le film fonctionne. Il propose une lecture crépusculaire, intime, presque mélancolique de son personnage fétiche. Rocky devient une figure de résilience dans une Amérique vieillissante, fatiguée mais digne. Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer. En fait, à la sortie de Rocky 6, on se dit « Oulala, est-ce que c'est une super bonne idée ? Un Rocky qui va affronter un autre boxeur plus jeune ? Franchement, est-ce que c'est utile ? On sent l'opération marketing d'une star déchue ou en perte de vitesse pour être gentil, qui essaye de se raccrocher avec un personnage iconique qui va peut-être relancer sa carrière. Donc il y a quelque chose de pas très valorisant en fait au moment où ça sort. Et en fait, c'est un des plus beaux épisodes de la saga. En fait, qui est centré, c'est un épisode qui est centré sur la nostalgie. Hein. On voit Adriane, donc sa femme, qui est son socle, qui sont vraiment son cœur en fait du personnage, n'est plus là, elle est morte. Et donc lui, il erre comme ça, comme une pauvre âme errante. Il est sur une gloire passée. Il y a toujours un commentaire de Stallone sur sa propre carrière, encore une fois. Donc vraiment, le personnage de Rocky, c'est celui qui accompagne le mieux sa carrière au fil de sa filmographie. Mais voilà, il y a plus son cœur, il y a plus son socle, et il va devoir essayer de s'en sortir à travers peut-être une reprise en main
vis-à-vis de son fils, vis-à-vis aussi de du sport, hein. Il va reprendre les gants, comme on dit, et tout ça, et montrer que il en a encore dans le coffre, hein, comme il dit. Il en a encore dans le froc, ouais, c'est ça que t'allais dire. Hein. Non, pas dans le froc. Non, dire qu'il en a encore dans le ventre, quoi. Voilà, et c'est ça. D'ailleurs, en anglais, il dit voilà, the stuff in the basement. C'est vraiment c'est ça le fondement. Quelque part, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Tom Cruise, hein, à travers ses derniers films, hein, Top Gun Maverick, Mission Impossible 7. C'est un peu le même délire, hein, de montrer que c'est pas parce qu'on est un peu âgé qu'on n'a plus rien à dire et qu'on n'est pas encore mort, quoi. Globalement, c'est ça le message. Et franchement, tout le long, moi, je trouve que c'est un très beau film sur la nostalgie, parce qu'il y a plein de rappels de sa vie d'avant, mais en fait il est encrouté dans cette nostalgie, donc il va reprendre confiance en lui au travers du film. C'est hyper fort. Il y a vraiment il y a 2 monologues que je trouve vraiment puissants dans le film, notamment un qu'il donne à son fils, parce que son fils dans le film, donc là encore il y a peut-être un commentaire avec le propre fils de Stallone dans la vraie vie, mais en gros son fils lui reproche d'être une ombre écrasante sur sa propre vie, et donc Rocky va lui faire la morale en gros dans la rue en lui disant mais regarde, la vie en fait elle cogne plus dur que ce que tu peux imaginer, et ce qui est important c'est de se relever, quoi. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Et c'est vraiment tout le cœur du personnage, hein, d'ailleurs. Et il lui dit, voilà, il lui fait comprendre que c'est pas parce que il a une ombre écrasante qu'il doit pas s'en sortir par lui-même. Donc le monologue est vraiment puissant. Et il y a un deuxième monologue qui est moins puissant, mais qui moi me fait vraiment, qui me fout les poils, quoi. C'est son entraîneur Duke, qui est l'ex-entraîneur de Apollo, qui lui explique que en fait, pour pouvoir affronter le jeune gars, il va pas pouvoir rivaliser sur sa vitesse, il va pas pouvoir rivaliser aussi sur ses articulations, parce que bon, il est quand même assez âgé, et donc il va falloir être sur de la pure, pas de la pure violence, mais de la pure force. Et il essaye de l'encourager, de lui donner, de le galvaniser comme ça. Et le monologue est vraiment génial, quoi. On va plutôt miser sur la bonne vieille force brute, sur les coups qui font mal. Il faut le sonner, ça te prend des points en béton d'une puissance fulgurante. On veut lui causer une telle douleur que ça secouera ses ancêtres. Après chacun de tes coups de poing, il devra se sentir comme s'il avait essayé d'embrasser un train. Ouais. Moi, c'est un film que je l'ai pas vu en salle, et ça, pour le coup, je le regrette fortement. C'est un film qui me procure une émotion brute extrêmement forte à chaque fois que je le revois. Alors, pour le coup, ça, c'est un film que je revois régulièrement. Si je devais classer les Rocky, je le mettrais juste derrière le premier, sans hésitation. Vers la fin, tu veux dire? Non, vers le début, tout en haut. Parce que c'est peut-être celui aujourd'hui, quand je le vois, c'est celui qui me touche le plus aussi par rapport à mon histoire, à mon âge, peut-être, je sais pas. C'est pas tellement le combat en fait qui m'intéresse, comme tu l'expliquais, Mick, en fait c'est tout ce qui est devenu le personnage en fait. Bah oui. Et ce qu'il en fait, et cette dignité autour de ce personnage, malgré qu'il soit cabossé, il soit seul, sa femme est morte, c'est la dignité de ce mec, enfin voilà, c'est ce personnage là, c'est vraiment avec ce film-là, finalement, que je me suis rendu compte que c'était l'un de mes personnages, si ce n'est mon personnage de fiction préféré. C'est avec ce film-là, en fait, que ça s'est révélé à moi. Il y a la scène finale au cimetière, face à la tombe d'Adrian, et moi, je verse ma larme à chaque fois. C'est systématique, mais je l'ai beau l'avoir vu, je sais pas, 5, 6, 10 fois, je sais plus combien de fois je l'ai vu. Et à chaque fois, je verse ma larme. C'est peut-être une lettre d'adieu assez bouleversante à son personnage, même si on sait, et on se doute, malgré tout, que c'est pas un adieu, c'est qu'un au revoir. Mais moi c'est pareil, hein, au cinéma j'ai chialé tout le long, quoi. J'ai trouvé que c'était c'est vraiment bouleversant parce que ça remue des choses. En fait, comme les gens de notre génération qui l'ont découvert, qui ont grandi avec Rocky, il y a quelque chose de très très fort, en fait, le lien, en fait, en tout cas les petits garçons, je sais pas pour les petites filles, mais les petits garçons qui ont grandi avec Rocky dans les mêmes époques, il y a quelque chose de très très fort qui est connecté. Et voir Rocky Balboa, c'est aussi avoir la nostalgie de sa propre enfance, de sa propre analyse du rapport qu'on a au personnage. Enfin bref, je sais pas si tout ça est très conscient dans l'esprit de Stallone quand il écrit,
probablement qu'une partie oui, mais c'est très tangible quoi. Enfin ça marche en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui sont très émus par le film et c'est pas un hasard. Ouais, enfin moi je pensais qu'on allait parler gros bras, action, explosion, et puis là on a une bande de fragiles qui est en train de de pleurnicher devant un film de boxe, mais franchement totalement assumé. Et moi je pense qu'il y a un problème quand même dans cette équipe. Totalement assumé. Non, bah, moi si je peux rajouter mon truc, j'adore ce Rocky évidemment, et moi aussi c'est la chialade, mais de toute façon moi toute la saga Rocky je chiale de A à Z. Je pense que c'est le truc qui me fait le plus chialer au monde, c'est la saga Rocky. Et peu de gens arrivent à le comprendre, hein, ça c'est un truc de ouf hein, quand même. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Putain, le nombre de fois on se fout de ma gueule. Mais oui. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Mais pourquoi en fait? Mais et généralement c'est des gens qui n'ont pas vu les films. Oui, hein. exactement, complètement. Donc moi c'est un très grand film pour moi. Le seul petit truc que j'ai de différent avec vous, c'est que moi j'ai du mal à le voir seul. C'est-à-dire que c'est un très bon épilogue, etc. Bon, en même temps il arrive après le Rocky 5, donc il pouvait pas faire mieux, c'est sûr. Mais non, mais moi j'ai du mal à le voir tout seul par contre. C'est vraiment, j'aime bien le voir à la fin de la saga, etc. Mais là je me dirais pas, tiens, je vais me faire Rocky Balboa à part, quoi. Mais voilà, ça reste une excellente fin à la saga, si on compte pas ce qu'il y aura derrière avec Creed, etc. Mais c'est pas vraiment dans le même. On en parlera tout à l'heure. Après, il y a des bonnes choses dans la saga Creed. Ah non, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que voilà, ça met un point final quand même à Rocky, puis après on verra Creed avec plus de légèreté. Ouais, moi j'ai pas, malheureusement je vais zapper le film parce que je l'ai vu il y a longtemps. Enfin, je l'ai vu quand il était sorti en vidéo. Le pire c'est que j'ai vu avec mon père, on l'a vu tous les deux et on avait beaucoup aimé, mais je m'en souviens plus et j'ai pas pu le revoir là avant le podcast, donc je vais pas pouvoir vous en parler là, je vais zapper. Mais mine de rien, ça fait 20 ans. Hein. Mais moi, je voudrais quand même rajouter encore des petites choses. C'est voilà, le film, il vaut mieux que son affrontement avec le jeune boxeur. Hein. D'ailleurs, au final, Rocky, finalement, il gagne l'estime du public. Au final, c'est ça qu'il essaye de redorer. Hein. C'est vraiment, le message est très très clair hein, sur le final. La manière dont Rocky quitte la scène, etc., ovationné, c'est clairement pour réhabiliter sa gloire à lui, la gloire de Stallone hein, et la gloire du personnage. Et en fait aussi, c'est assez intéressant par ailleurs de comparer Sly et Schwarzenegger aussi sur un autre point, c'est que ce film-là, il essaye d'expliquer qu'il faut affronter la vie avec ses épreuves, il faut se relever, il faut aller de l'avant. Et quelque part, quand on voit le documentaire de Schwarzenegger en 3 parties sur Netflix, c'est un peu le message aussi qu'il essaye de faire passer régulièrement, parce qu'il a vécu une vie un peu difficile, une enfance difficile, et il explique que je crois que c'est sa mère qui lui expliquait qu'il fallait toujours aller de l'avant, et qu'il a gardé ça comme mojo. Et les deux, finalement, ont traité leur corps de la même manière, ont traité aussi la vie avec la même philosophie, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant de ce point de vue-là. En 2008, Stallone enchaîne avec John Rambo, 4e volet de la saga, mais dans un ton radicalement différent. Fini les grands discours patriotiques, ici la guerre est boueuse, brutale, sans gloire. La violence sèche et frontale sature l'image, viscérale, presque insoutenable. Stallone y incarne un Rambo fatigué, mutique, traumatisé, retiré dans la jungle à la frontière birmane, comme un fantôme d'une Amérique qui ne croit plus en rien. Il accepte une dernière mission, non pas pour son pays, mais par instinct de survie ou d'humanité résiduelle. Le film s'inscrit dans une atmosphère post-11 septembre profondément désenchantée, où l'Occident n'a plus de repères clairs, ni victoire à célébrer, ni idéologie à défendre. On est dans une logique post-humanitaire, où même les ONG sont impuissantes et où seule la force brute semble encore opérer. C'est un film de guerre sans cause, sans nation, sans héros. Juste un cri primal, et peut-être une forme d'adieu à un mythe. Je pense que on peut dire que John Rambo, comme Rocky Balboa, c'est un grand film d'amour aussi d'une certaine manière. Non, on déconne. C'est un film qui est d'une violence, d'une brutalité, et qui, très clairement, très étonnamment, en fait, intègre même des éléments du cinéma d'horreur, hein, et d'horreur mode pas classe. Tout à fait. Parce que on retrouve... c'est sale. Ah oui, c'est très sale, et puis on retrouve quand même des espèces d'éléments qui peuvent être provoquer des rejets assez forts d'ailleurs, hein, ouais. De certains cinéastes italiens comme Ruggero, Deodato, avec Hannibal Holocaust. Le film commence avec des images réelles
de cadavres en Birmanie, c'est extrêmement cru. Et ça commence, on a la tête là-dedans quand même, hein, et après le film, il est extrêmement complaisant dans sa violence, mais la violence bouchère en fait qu'on peut retrouver aussi dans la guerre. Donc ça c'est déjà faut prévenir parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que moi je l'ai revu donc là très récemment pour le podcast parce que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu la première fois. En tout cas, il m'a beaucoup secoué. J'ai eu besoin de le revoir aussi pour démêler certaines choses. Alors, je peux comprendre, il est très particulier. Il fait un peu cheap et en même temps il est ambitieux, il est très très étonnant, il est assez vulgaire aussi des fois dans sa représentation de la violence et en même temps il est très fort, enfin il est parfois tout et son contraire. Moi ce qui m'a vraiment beaucoup marqué c'est la manière dont le personnage se réinvente encore, sachant que John Rambo était déjà un premier film, on en a parlé dans l'épisode 1 qui était un grand film, les suites 2 et 3 le personnage a été récupéré et incarne quelque chose, incarne une récupération politique, il incarne l'impérialisme américain. John Rambo, c'est aussi beaucoup de parodies dans des émissions comiques. Nous, on avait les Guignols, etc., qui ont beaucoup parodié ça. Donc on se dit, ça y est, le personnage, il est rincé, archi rincé, on peut plus rien en faire. Eh bien non, il revient avec ce film. Il revient avec une itération qui est complètement nouvelle. Effectivement, le héros fatigué, c'est un passeur, il est rangé et il va reprendre du service par la force des choses pour accompagner une ONG qui s'est mise dans une situation pas possible. Donc ça c'est le personnage, sa représentation et même le film en fait. C'est un film d'action mais la représentation du cinéma d'action dans ce monde post-11 septembre, faut penser que aussi en parallèle dans le cinéma américain de série B c'est l'avènement des torture porn etc. Donc ça résonne aussi avec la violence qu'il y avait dans le cinéma de l'époque. Moi je trouve que c'est un film qui est très sale, qui est méchant, qui est très 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 étonnant, qui est très rêche aussi, qui est pas du tout parfait mais je l'ai trouvé quand même assez passionnant à découvrir sur le moment quoi, au cinéma. Moi ça m'a vraiment mis sur le cul en fait. Si un de tes gars veut me tirer dessus, c'est le moment. Entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose, à vous de choisir. Alors moi, j'ai toujours refusé de voir le film en fait. Quand il est sorti, ça m'intéressait pas. Un peu le même syndrome que pour Rocky Balboa, c'est-à-dire je me suis dit merde. Alors ça a marché avec Rocky, il nous refait la même avec Rambo, donc il essaye de redorer son blason, il assure ses arrières, ses points retraite, etc. Ensuite, j'ai pas voulu le voir par la suite, mais Max m'avait filé une copie d'Ivix du temps de la piraterie. Mais c'est interdit. C'était interdit à l'époque. Grande époque. Et en fait, j'avais lancé le film et effectivement, comme tu le dis, Eric, le démarrage du film, c'est des images d'actu en fait qui se passent réellement en Birmanie avec des corps, des têtes décapitées, etc. Et comme je venais d'être jeune papa, j'étais dans un autre délire et je l'ai arrêté. Je me suis dit non, ça va pas être possible. Alors déjà que j'avais pas envie de voir le film, alors en plus si ça commence comme ça, parce qu'on sent très bien que c'est des images réelles. Et donc j'ai jamais voulu voir le film. Tout le monde m'a saoulé avec ce truc de mais le film est vraiment autre chose, c'est une véritable boucherie et en même temps voileux, c'est vachement bien, mais ça me saoulait parce que j'étais là, je fais mais j'ai pas envie d'aller vers la boucherie, ça m'intéresse pas, parce que je l'avais un peu rangé dans la série des torture porn, comme tu dis Eric, un torture porn qui est en fait un genre qui est aussi né quelque part du scandale d'Abu Ghraib, des prisons, des tortures américaines dans une prison et par l'armée américaine et tout ça, mais je l'ai regardé il y a 2 jours pour les besoins de ce podcast et en fait j'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé ça super bien parce que en fait quelque part il redéfinit le film. Enfin, il redéfinit le personnage, pardon. Finalement, on raccorde beaucoup plus avec le personnage du premier que du personnage du 2 et du 3, où on est sur du film d'action, série B, testostéroné, etc. Et d'ailleurs, lui-même, il en parle. Mais là, on est sur un personnage beaucoup plus brut, cynique. Est-ce que vous avez apporté des armes? Bien sûr que non. Alors, vous ne changerez rien.
Ça c'est certain qu'on ne change pas le monde avec une mentalité pareille. Je l'emmerde, le monde. Et qui correspond déjà beaucoup plus au personnage du roman, parce que même David Morel, le romancier à l'origine, a adoubé cette nouvelle version là de Rambo 4. Et en fait, ce qui est intéressant, la démarche du film, ouvertement, c'est pour montrer que la guerre, c'est crade, c'est brutal, c'est moche, etc. Quelque part, il y a un peu la même démarche que le démarrage de Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a un objectif très très clair, mais ça va même encore plus loin, parce que comme tu le dis, Eric, c'est qu'on est vraiment très très proche de l'horreur, il y a des trucs vraiment très très gore, qui sont... Est-ce qu'ils sont justifiés ou pas, je ne sais pas, mais en fait, ce qu'ils cherchent à produire, c'est qu'on soit révulsé. On n'est pas dans le film où on prend du plaisir à voir des gerbes de sang, au contraire, bien au contraire, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son personnage est traité avec la même brutalité, parce qu'à un moment donné, il prend un personnage qui l'égorge à main nue. Il y a quelque chose... Voilà, c'est un monolithe, hein. Encore une fois, Stallone a repris du poids pour le rôle. Alors, à la fois du muscle et du poids. Et effectivement, le film, à l'intérieur, il y a quelque chose d'un peu cheap, peut-être dû... Alors, je sais pas s'il est tourné en 35 ou en vidéo, mais il y a un petit côté un peu cheapos qui ressemble un peu à l'imagerie qu'il y avait à la fin des années 2000, justement, avec des blancs un peu cramés, etc. Et de temps en temps, il y a des images vraiment saisissantes, très très belles. Le film a été tourné en Thaïlande, puisqu'il ne pouvait pas le tourner en Birmanie, hein. Mais c'est déjà récurrent dans la saga, parce qu'il y avait des scènes qui ont été tournées au Mexique pour simuler le Vietnam dans Rambo 2 et tout ça. Et donc voilà, pareil. Alors, je le porte pas dans mon cœur aussi loin que Rocky Balboa, mais je trouve que ce retour du personnage est ultra convaincant dans un principe de cinéma qui montre la guerre telle qu'elle est, en fait, qui est pas propre et qui est vraiment difficile à regarder. Bah écoute, moi j'ai pas grand chose à dire de plus, tu as parfaitement résumé ce que je pense du film. Pareil, je l'ai pas vu en salle et j'ai un gros regret de pas l'avoir vu en salle, celui-ci, pour me prendre cette violence en pleine gueule. Voilà, pour moi c'est un film qui est parfaitement nihiliste, totalement désespéré. Voilà, c'est court, c'est concis et honnêtement on n'en sort pas indemne, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui est très marrant, c'est que quand on le voit comme ça en vidéo, il dure en fait 1h17. Il y a 10 minutes de générique de fin, parce qu'il y a plus de 500 personnes qui ont travaillé sur le film. Et le film est très ramassé. Il n'y a pas beaucoup de développement autre. C'est vraiment ultra basé sur l'action et la guerre, quoi. Bah, moi, une fois n'est pas coutume, je l'ai pas vu. Voilà. Ah ouais. Mais vous m'avez hypé comme jamais, donc là, je viens de télécharger le torrent là, et ce sera lancé. Mais c'est interdit. ce sera lancé à la fin de l'enregistrement. Il faut que tu vois ça, c'est assez intéressant. Ouais, ça m'a hypé. Entre 2006 et 2010, Schwarzenegger est encore gouverneur de Californie. Il ne joue quasiment plus, hormis quelques courtes apparitions caméo. Son image publique évolue. Il devient plus institutionnel, moins guerrier. Mais dans l'imaginaire collectif, il reste le Terminator, figure d'autorité froide, efficace, ce qui colle bien à son rôle politique d'ailleurs. Mais à la fin de son mandat, il laisse entendre qu'il reviendra bientôt et que le cinéma n'en a pas fini avec lui. En 2010, Stallone lance The Expendables, un projet aussi nostalgique que malin, réunir les anciennes gloires du cinéma d'action dans son meilleur ennemi, un certain Arnold Schwarzenegger, dans un pur défouloir bourré d'autoréférences. Je suis un peu surbooké, alors refilez ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai? Le film marque un retour médiatique fort. Stallone se positionne en patriarche du genre, à la fois acteur, réalisateur et producteur, avec une vraie volonté de transmettre, mais aussi de se réinscrire dans le présent, quitte à forcer un peu le clin d'œil vintage. Il enchaînera 3 suites, confirmant que le passé peut redevenir une marque. Il devient presque le conservateur du cinéma d'action à l'ancienne, tout en entretenant le mythe de la résilience physique et morale. Si moi le truc c'est que je vais rien dire d'intéressant parce que Expandables, j'en ai rien à foutre. C'est un truc, je le vois assez jeune parce que pense c'est un peu. Pense à la team. Ouais, non mais c'est vrai. J'essaie de penser à la team, mais en fait quand je le vois, donc je vois ça quand ça sort, hein, le 1 et le 2 parce que c'est un peu la hype de ok on va voir un espèce de truc comme ça. Moi je le vois déjà comme un truc un peu naze à la Raid, etc. Enfin ça me hype mais pas du tout. Je suis pas du tout la cible.
j'ai mal à mon cobra, y a rien ne va. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Même si je reconnais que le premier est pas trop mal par rapport aux autres, franchement, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, quoi. Bon, après, moi, je peux te comprendre, Adrien, parce que je pense que c'est vraiment un film qui est avant tout fait pour les gens qui ont grandi avec tous les films d'action des années 80, particulièrement Stallone. Ouais. Alors, effectivement, il se positionne comme le patriarche et on voit qu'il domine Stallone. Tout à fait. C'est le troisième épisode de notre duel entre Schwarzy et Stallone. Là, Schwarzy, il est très loin dans les films que l'on cite. Et donc, mais il y a un coup, en fait, c'est vraiment le coup. C'était le truc à faire. C'est-à-dire qu'on aurait aimé, dans nos rêves les plus fous, de se dire, ah tiens, d'avoir toutes les stars. Il y a eu quelques tentatives de crossover. Ça a été des films qui ont été en développement, pendant longtemps, mais on pense dans le cinéma d'horreur avec Freddy contre Jason, un film qu'on nous a promis pendant longtemps et qui est sorti finalement, qui n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était fun d'avoir ces deux stars. C'était gentil, voilà. Mais c'était vraiment pour avoir les deux icônes à l'écran. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que l'histoire d'Expandable, comment ça se passe, tout ça est secondaire. C'est d'avoir la guirlande de stars du cinéma d'action dans la même image, et ça, c'était le kiff pour les personnes qui ont vécu ça. Il y a un côté doudou, il y a un côté aussi, alors désolé, parce qu'on vieillit, mais il y a un côté quand même croisière achetant des têtes de bois, quand même, dans ce projet-là. Je veux pas dire, mais faut qu'on soit un petit peu honnête, c'est ça. Moi, j'ai vu les Expandables, j'en ai pas un grand souvenir, j'ai passé un super moment. Je me suis dit à la sortie du cinéma, il y a vraiment un défaut dans ce film, c'est il y a pas Jean-Claude Van Damme, il y a pas Arnold Schwarzenegger, il y a pas Chuck Norris. Il y a Expandables 2 qui arrive et ils y sont. Ouais. Et voilà, ils sont en pleine autodérision, c'est super facile et en même temps c'est super cool de le voir quand il y a Chuck qui nous fait sa blague sur le serpent a survécu à Chuck Norris. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Voilà, je veux dire, c'était tellement attendu, c'est pas grave. On l'a, on est venu pour ça, on l'a, on est content, on rentre dans sa maison. Point barre. Moi personnellement j'ai trouvé ça très cool. C'est un sacré coup à faire en termes de prod, pareil, un film pareil, il faut oser réunir tout le monde, les convaincre. Il y a toujours un qui doit jouer le méchant, donc Jean-Claude le convaincre d'être le salaud de la bande, c'est quand même ça a dû être un grand moment aussi pour lui présenter. Il rêvait de jouer un méchant comme ça. Mais il passe quand même pour le, et ça joue aussi là-dessus sur le fait que le mec était quand même était quelqu'un quand même de très difficile. Donc parce que c'est très méta, ils incarnent d'une certaine manière l'image, enfin l'idée qu'on se faisait des comédiens. Stallone se donne forcément le meilleur rôle, mais le problème de ces films-là, c'est que une fois qu'on a réuni le meilleur casting, la meilleure brochette, et c'est dans Expandable numéro 2, et bien après qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien d'autre que de la ressucer en moins bien, parce que forcément ce casting 4 étoiles va fondre au soleil. On les reverra pas aussi unis, et moi personnellement à partir du 3 ça m'intéresse plus du tout, quoi. Et c'est le problème de ce genre de choses, ce sont des coups en fait, et faut être le premier à le faire. Ça a été fait, super, voilà quoi, c'est fait, c'est pas du tout pérenne à mon avis. C'est quand même un concept qu'on a attendu presque 30 ans. On a fantasmé des années. C'est vrai. Nous, les enfants des années 80, on a fantasmé ce film pendant 30 ans, on l'a eu. Et je vous cache pas que moi, la première fois que j'ai vu le premier, donc dans sa version cinéma, j'ai été assez déçu, même si j'étais hyper content de voir cette réunion. Je m'attendais à un truc huge, un peu comme toi. Je me dis il manque des trucs, il en manque certains. Voilà. Après, j'ai vu le Director's Cut que je trouve mieux du premier. Mais c'est clairement le 2, moi, pour le coup, que je préfère. Pareil. Parce que, comme tu l'as très bien expliqué, là. Puis le 2, il est tellement what the fuck. Et j'ai une grosse affection pour Expendables 2 pour ça. Parce que ça part dans tous les sens. C'est très, très con. Mais c'est ce qu'on attend. Alors là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend. Et on est vraiment servi avec cet épisode-là. Le 3 et le 4, voilà, tu l'as très bien dit, on a fait le tour. En plus, le 3, c'est censé être une transmission, en fait, à une jeune génération. Ça marche pas du tout. C'est cheap. Ça a été tourné en Bulgarie, ça se
voit tellement, c'est chiant. Les nouveaux personnages, ils ont un charisme d'huître, on s'en fout complètement, ça nous intéresse pas. Et le 4 qui se passe sur un bateau, c'est une autre abomination. Il y en a plein qui ont disparu. Stallone, il disparaît les 3/4 du film. Voilà, c'était ni fait ni à faire. Ça aurait dû s'arrêter au 2, qui est un peu, pour reprendre l'expression, le climax de la saga. Et ça aurait dû s'arrêter là, et c'était très bien. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, moi, le premier, je le découvre un peu tardivement en vidéo ou même sur Canal. J'ai pas trouvé le film déshonorant. J'étais là, oui, c'est pas mal, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème de ton. C'est bizarre. Et effectivement, après, quand on voit le 2, le ton est beaucoup plus synchro, en fait, avec la démarche générale, quoi, comic book, délire et tout ça. Et je trouvais que même le premier, j'aimais pas trop le look. Alors, c'est peut-être la copie que j'avais vue, j'en sais rien. Mais j'étais pas trop fan du look, alors que le deuxième, un look déjà peut-être un peu passe-partout aussi, mais bon, à l'ère des Marvel, on n'en est plus là. Mais le truc, c'est, j'ai trouvé que voilà, ça faisait vraiment le job. Je trouvais ça très intéressant, et quelque part, il a récupéré le mojo là qui s'était créé, hein, de dire voilà, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est enterré, on en a encore sous le pied, et il en fait une saga. C'est quand même pas rien aussi, quoi. Voilà. À l'ancienne, y a que ça de vrai. Arnold Schwarzenegger, tout juste sorti de ses 2 mandats comme gouverneur de Californie, revient doucement sur le devant de la scène ciné. Après Le Dernier Rempart, où il incarne un shérif vieillissant mais coriace, il enchaîne avec un projet très attendu par les fans, Évasion, aux côtés d'un certain Sylvester Stallone. C'est la première véritable collaboration en duo des 2 mastodontes du cinéma d'action. Le film joue à fond la carte du duel complice entre les 2 légendes, tout en assumant leur âge, leurs rides et leur passé. C'est un moment symbolique, celui où Stallone et Schwarzenegger se regardent d'égal à égal dans un monde qui a changé, tout en rappelant qu'ils ont encore quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu faisais avant de débarquer ici? Mon boulot, c'est de m'évader de prison. T'as pas l'air aussi mal. Tu t'es vu? Moi, je l'avais pas vu à l'époque, et donc même chose, je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que bon, alors c'est un fantasme de geek, hein. C'est Butch Cassidy et le Kid qui réunit Paul Newman et Rutherford, c'est La Tour Infernale qui réunit Newman et Steve McQueen, c'est Heat qui réunit De Niro et Pacino, ou chez nous Borsalino, Belmondo et Delon. Il y a quand même souvent des films comme ça qui sont des marottes de cinéphiles ou de geeks, mais je trouvais que c'était un peu tard pour le faire. C'est-à-dire que globalement, voilà, et là ils ont l'âge d'être à la retraite les deux, donc c'est un peu compliqué. Donc bon, je m'étais dit ça va peut-être faire un peu comme Expendables, c'est vu, n'y fait pas forcément ni fait ni à faire, parce que Expendable, on l'a dit, c'est plutôt sympathique. Là, c'est à peu près équilibré, c'est un peu aussi sympathique, mais il y a quand même des petites choses que je trouve supérieures. Moi, je trouve que le film, finalement, donc j'ai découvert récemment, tout comme Le Dernier Rempart, hein, que j'ai vu, c'est un peu équilibré comme ça. C'est-à-dire que ouais, c'est comment on relance une star d'action qui a un certain âge. Alors, si on met un peu en parallèle, on peut se dire aussi qu'il y a très longtemps, on avait un des prototypes du mec du cinéma d'action qui était Charles Bronson, qui a fait des films d'action assez tard, mais à la fin, dans les années 80, on se moquait quand même un peu de lui parce qu'il était vraiment très vieillissant, c'était très compliqué. Alors que là, malaisant, hein. Bah ouais, c'est ça. Alors que là, finalement, on y arrive, on y croit quand même et tout ça. Donc, et dans Le Dernier Rempart, parce qu'on joue avec, l'arthrose et etc., mais quand même le côté massif de Schwarzenegger, et dans la super prison de Évasion de Sly et de Schwarzy, on y croit aussi, hein. Alors là, c'est marrant, hein, parce que ce concept-là, en plus, c'est dans une superbe prison, un peu à la mode Fortress, hein, avec Christophe Lambert. Et donc là, quelque part, il faut l'alliance des deux pour réussir une mission impossible. C'est un peu comme un baroud d'honneur, hein, de 2 anciennes gloires qui ont besoin de s'associer pour faire un succès, parce que en fait, elles ne remplissent plus les salles de la même manière, hein. Et ça se termine sur une poignée de main refusée au tout début, hein, on fait la paix ensemble, etc. Et donc, c'est plutôt bien ficelé en termes de scénario. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était vraiment bien mis en scène, quoi. La mise en scène, elle est vraiment avec des mouvements de caméra un peu complexes, très méticuleuses, d'un réalisateur dont je connaissais pas le travail, et vraiment ça, on passe un super bon moment. C'est plutôt astucieusement mis en place, ça fait un peu penser un peu à Mission Impossible ou un mélange de Fortress et de l'Évadé d'Alcatraz, etc. Il y a des punchlines plutôt sympas. C'est moi je trouve que c'est supérieur à Expendable en termes de résultats, parce que c'est
mieux filmé parce que on y croit un peu plus, même si bon, il y a quand même des petits raccourcis dans le scénario pour faire avancer l'intrigue. Mais voilà, ça fait bien le job. J'étais bien content de voir ce film. De là à voir les deux suites, je sais pas, mais en tout cas de voir, je le reverrai avec plaisir. Ouais, les deux suites, elles ont été tournées qu'avec Stallone et pour la vidéo, donc. Clairement, le personnage principal, c'est Stallone. C'est pas réellement un duo en fait. C'est un sparring partners dedans Schwarzenegger quelque part. Même s'il a beaucoup de scènes. Comme dans la vie, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était une petite série B sympa. Bon, après, on va pas se cacher. Le vrai intérêt de ce truc, c'est justement c'est la réunion des deux. La première vraie rencontre entre la réunion des deux, exactement. Mais j'avais trouvé que le film faisait le taf. C'était assez carré. C'est plutôt bien réalisé. Après, faut pas s'attendre non plus à un truc mémorable, mais en tout cas, ça fait le boulot. Après, c'est pas le grand choc des titans qu'on aurait pu fantasmer, pour les raisons que tu as dit, Mick. Et on est loin, justement, du niveau d'intensité de la rencontre d'un Pacino et d'un De Niro dans Hit, par exemple. Bah ouais, c'est sûr. Mais bon, ça fonctionne, ça se laisse voir, voilà. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en tout cas, ça fait le job. Voilà, pas plus. Moi, je vais pas pouvoir en parler parce que je l'ai pas vu, et je l'ai pas vu parce que... Oh, shame. Pour une fois que t'en as vu un, toi. En fait, ça m'intéresse pas de le voir. Et je vais juste développer un tout petit peu mon avis, parce que c'est bête, parce qu'il faudrait que je le regarde, et je suis sûr que c'est un spectacle qui est très honorable et que c'est très bien fait, mais j'aimerais juste m'arrêter sur le fait que le high concept, c'est bien, mais il y a un moment, faut s'arrêter, quoi. La réunion de Schwarzenegger et de Stallone, on l'a eu, c'était dans Expandable numéro 2, oui, c'était une courte scène, etc. D'accord, mais on l'a eu, c'est bon. Ils se croisent déjà dans le premier Expendables, dans l'église avec Bruce Willis. Oui, tu as raison, oui. Je mélange les deux, en fait, la scène, voilà, dans le premier, et puis là, c'est développé dans le 2. Mais ce que je veux dire, c'est que on l'a eu déjà. Donc, pourquoi nous refaire le truc ? Moi, j'ai été vraiment, passionné par le virage qu'a pris la carrière de Stallone, de Copeland, jusqu'à Expandable numéro 2. Je trouve que là, il y a une réinvention. Et je trouve ce segment qui dure à peu près 15 ans vraiment incroyable, surtout pour quelqu'un qui a été tellement, encore une fois, rincé, identifié, parodié, machin bidule. Là, on a quand même une réinvention, un nouveau souffle dans sa carrière sur plusieurs franchises en plus, parce qu'Expandable c'est une franchise, Rambo, Rocky, etc. Et là, ça y est, quoi. C'est comme si la mauvaise nature revenait, c'est-à-dire on exploite, on retire, on tire sur la corde, etc. Et ça s'arrête pas. C'est vraiment de l'exploitation, quoi. C'est de la Schwarzy-like exploitation. Je sais pas comment on pourrait dire, mais donc ça m'a pas intéressé. J'ai l'impression de voir quand même deux vieux schnocks, et donc c'est pour ça que moi c'est pas que je l'ai pas vu par manque de temps, c'est vraiment j'ai pas envie de le voir. Il y a une forme de rejet de ce truc là, quoi. Tu veux ajouter un truc, Adrien, ou on enchaîne ? Vas-y. Ok, alors on enchaîne. Depuis 2016, la trajectoire de Stallone et Schwarzenegger s'inscrit dans un double mouvement. Un monde en crise d'identité, aussi bien politiquement que culturellement, et un cinéma hollywoodien en pleine redéfinition. Les deux légendes continuent d'exister à l'écran, mais à travers des rôles de plus en plus symboliques, presque muséifiés, dans une époque qui regarde ses anciens héros avec un mélange de nostalgie et de distance. L'Amérique post-Obama est marquée par le choc de l'élection de Donald Trump, la montée des divisions internes, les débats sur l'identité nationale, la crise climatique, la pandémie, puis l'ultra-polarisation politique. Dans ce climat instable, les récits héroïques à l'ancienne semblent décalés. Ce n'est plus l'âge des certitudes, mais celui de l'ambiguïté, du doute, de la désillusion, y compris vis-à-vis de ses mythes. Stallone réussit justement un nouveau coup de maître avec la saga Creed, spin-off de Rocky, où il incarne un mentor vieillissant, habité par le deuil, la maladie et le poids de l'héritage. Il joue surtout ici le passeur de flambeau, le vieux lion qui enseigne sans occuper tout l'espace, en laissant émerger une nouvelle génération. Ton père, c'était un grand bonhomme. Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Bon, écoutez, moi, que dire de Creed, je prends ça quand ça sort. Je me demande même si je découvre pas Rocky au même moment à peu près où sort Creed, en fait. Donc c'est voilà, je crois que je me tape tout d'affilée quand ça sort. Je me rappelle que j'avais l'affiche géante de ciné dans ma chambre, alors que
Je sais pas, c'était juste celle que j'ai pu trouver et ça m'a lancé dans Rocky. Moi, Creed, c'est une saga que j'aime bien. Voilà, je trouve que Stallone a totalement sa place dedans. Il bouffe pas à l'écran. Ça, comme disait Max, c'est un bon passage de flambeau. Donc, en vrai, j'ai rien à dire de spécial sur Creed. C'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est une saga que j'aime bien regarder juste après Rocky. C'est pas indispensable, mais ça a le mérite d'exister. Moi, j'aime bien le premier Creed sur les 3. J'aime pas le 2 et le 3, surtout le 2 que je trouve il y avait un matériau de base qui était absolument génial et ils en ont fait n'importe quoi, en tout cas pas grand chose, et le 3 je trouve pas d'un grand intérêt, sachant qu'en plus il n'y a pas Stallone dans le 3, il n'y est pas son personnage. Par contre, j'aime bien le premier, je trouve que la réal est super dynamique, que voilà, je parlais de passage de flambeau, je trouve que c'est plutôt bien amené, et là pour le coup, là on revient sur la fameuse relation entre Rocky et Adonis, qui fonctionne très bien, et cette transmission finalement qu'il a essayé de faire dans Rocky 5, et là, enfin, il parvient à transmettre à quelqu'un qui est le fils de son ancien adversaire. Voilà, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans le film. Il n'y a pas la même émotion qu'un Rocky 6, même si dans mon esprit c'est bizarre, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent, qui se répondent, mais il n'y a pas cette émotion que je peux avoir dans le Rocky Balboa. Donc voilà, j'aime bien ce premier Creed. Après, je l'ai dit, le Rocky, Creed 2 et Creed 3, bon voilà, c'est sans intérêt pour moi, mais celui-là j'aime bien. Voilà. Moi je l'ai pas vu, je suis désolé, j'en ai vu aucun. J'ai une excuse, hein. C'est-à-dire que c'est sorti pile quand ma fille, mon deuxième enfant, est né, et donc là il y a un bloc, si tu veux, où j'ai rien pu voir pendant un moment, et puis après le retard s'accumule, je l'ai pas mis dans la priorité, je vais être très honnête, donc je suis désolé, je ne les ai toujours pas vus, quoi, donc voilà, donc pardon, je sais que je devrais. Non, oui, déjà tout a été quasiment dit, mais moi je trouve voilà, c'est à la fois un super hommage et un super spin-off, ce film, très très bien incarné à la fois chez tous les comédiens, en fait, le prolongement du personnage de Rocky est vraiment chouette, le fait qu'il soit comme ça affaibli, et puis voilà, la transmission avec un fils caché de Apollo, tout ça, il y a vraiment des mélanges vraiment astucieux. Ça n'a pas été écrit par Stallone, même si on imagine que Stallone a mis son grain de sel, évidemment, mais c'est vraiment chouette. Et puis surtout, en fait, comme c'est un spin-off, le film se permet aussi d'être plus mis en scène, en fait. Bon, on peut avoir adoré la saga. Moi, je ne tarie pas d'éloges sur la saga, mais s'il y a peut-être un bémol qu'on peut y mettre, c'est qu'il n'y a pas réellement un enjeu de mise en scène réellement, c'est-à-dire de mouvement d'appareil, de spatialisation, de topographie, etc. Ce sont vraiment des films de montage, y compris le premier film. Mais là, ici, Ryan Coogler arrive et déploie aussi tout un mécanisme puissant, vraiment, hein. La manière dont il réalise, c'est assez incroyable. La manière dont se fonde aussi la musique un peu hip-hop, et aussi de Ludwig Göransson, qui pour moi est le meilleur compositeur actuel, toute catégorie confondue. Il y a quelque chose qui marche terrible. L'entraînement de Adonis vers la fin, juste avant le match, où on entend Fighting Hard, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça vaut la même force que sur le premier Rocky, sur le training montage, voire d'autres training montage de la saga, vraiment. Et ça, c'était pas forcément évident à atteindre. Et puis après, moi je suis un tout petit peu moins convaincu aussi par les suites, même si elles ont leur qualité, mais je trouve que à partir du moment où Ryan Coogler n'est plus là, c'est plus du tout la même ambiance, quoi. Et voilà, on n'a pas les plans séquences de malades, les plans de machinerie, tout ça. Il y a moins d'inventivité, même si c'est pas déshonorant, hein. Et moi, le troisième, le combat dans le troisième, qui est très marvelisé, si on veut, j'ai vraiment un peu du mal avec cette cage, un peu, voilà, je trouve ça, bon, je pense qu'on s'éloigne un petit peu là de ce que c'est la saga. Mais le premier, franchement, moi, je le range vraiment dans la saga, en fait. Il est vraiment partie prenante de la saga au complet. C'est très très beau, un très très beau passage de relais. Après Creed, Stallone entre dans une phase plus introspective et crépusculaire. Il enchaîne donc avec Creed 2 en 2018, où il continue d'endosser le rôle de mentor, puis tente un ultime baroud d'honneur avec Rambo Last Blood en 2019, plus brutal mais bien moins reçu. En 2023, il surprend avec la série Tulsa King, où il joue un mafieux sur le retour.
un rôle à la fois viril et mélancolique qui confirme qu'il sait vieillir à l'écran sans renier ce qu'il incarne. Stallone s'impose comme une figure de transmission, assumant le poids des années tout en continuant à exister dans un Hollywood qu'il a vu naître. Schwarzenegger lui reste plus discret. Il revient dans Terminator Dark Fate en 2019, où il incarne une version vieillissante du T-800 dans un très mauvais film qui fait le deuil du mythe. Puis en 2023, il s'essaye à la comédie d'action avec la série Feubar sur Netflix, dans un registre léger et autoparodique. Aujourd'hui, Arnold semble davantage intéressé par son rôle public, écologie, motivation politique, que par le cinéma pur. Il reste une légende respectée, mais ne cherche plus à rivaliser, juste à entretenir une présence emblématique. C'est marrant que leur carrière se continue d'évoluer un peu comme ça en parallèle, parce que les deux viennent à la série en fait, comme un peu tout le monde, et donc c'est intéressant de voir la manière dont ils ont approché le personnage de Tulsa King d'un côté avec Sly, et le personnage de Schwarzenegger dans Feubar. Alors j'ai pas vu Feubar, donc je peux pas trop en parler. J'ai vu la bande-annonce, je vois un peu l'état d'esprit. On est un peu dans un True Lies-like, hein. J'ai l'impression que c'est une sorte de continuité avec de l'humour, etc. Là où Tulsa King, il y a aussi de l'humour aussi, mais il est quand même sur des registres qu'il a déjà emprunté par le passé, ouais, voilà. Parce que voilà, on retrouve un personnage qui peut évoquer celui de l'embrouillé dans le sac, hein, d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus sérieuse quelque part, hein, en parrain de la mafia et tout ça. Et le Tulsa King, c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu la saison 1 au complet, parce que je me suis arrêté et j'ai pas repris depuis, mais c'est juste parce que faute de temps. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien senti. Moi, j'aime bien ce personnage-là. C'est pas le haut du panier des séries, mais ça fait bien le taf. Et puis bon, quand on aime Stallone, évidemment, on est servi, quoi. Moi j'ai l'impression quand même que le duel Schwarzenegger-Stallone il s'arrête avec Expendables 2 autour de 2012, hein. C'est à cette période-là, parce que les films et les séries qu'on cite là sur le tard, mais je pense qu'on le sent aussi en vous écoutant, c'est sûrement des choses pas inintéressantes à regarder, divertissantes, qui font le job, mais j'ai pas l'impression que ça vous passionne aussi quand vous en parlez. Et je pense que le feu qu'on avait à une certaine époque aussi n'est plus là, et je pense que c'est pas un problème aussi, il faut savoir peut-être s'arrêter, se mettre un petit peu en recul. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est par rapport à Arnold Schwarzenegger, qui est normalement l'acteur, enfin la personnalité que je soutiens dans ma team. Ce que je trouve intéressant quand même pour conclure, c'est que donc là, ce qu'il fait de passer les années 2000, on l'a vu, c'est très faible par rapport à Stallone. Il a sa carrière politique, il en revient. Il y a aussi des tourments dans sa vie personnelle qui ont fait les choux gras dans la presse, et pas que à scandale. Un point de vue mondial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à revenir de tout ça. Il est assez présent, notamment sur les réseaux sociaux. Il prend la parole assez régulièrement. Je trouve qu'il a une parole qui est assez bienveillante, qui est très progressiste, et je trouve qu'il fait du bien. Donc, il a réussi à se réinventer aussi en tant que personnalité, comme ça. C'est vrai. Mais vraiment en tant que personnalité qui se place au-dessus de certains sujets, sans se poser en moralisateur aussi, en se dépolitisant aussi d'une certaine manière. Et moi j'aime beaucoup la présence qu'a réussi à avoir Schwarzenegger là récemment de nos jours. Je voulais le souligner. Et on a parlé là de leur série et de leur dernière production. Moi j'aimerais aussi souligner vraiment le grand plaisir que j'ai eu à regarder donc les documentaires qui sont récemment sortis consacré à Stallone qui s'appelle Slide et Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Arnold. J'ai une préférence forcément pour le documentaire en 3 parties sur Arnold qui est disponible sur Netflix, où on a forcément c'est à la gloire du personnage sûrement, et en même temps tous les points sont abordés, y compris les points les plus sensibles de sa carrière et de sa vie publique quand même. Et moi j'ai trouvé ce documentaire extrêmement touchant et très inspirant à regarder. Voilà, je le conseille plutôt que de regarder Feubar ou les dernières productions du duo.
Et toi, Adrien, alors? Oh bah non, moi je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise à part faut aller retourner voir, enfin faut retourner voir Cobra quoi, c'est tout. Hein. Moi, Oh putain, l'obsession du gars. En fait, moi depuis le premier épisode, je suis un peu en stand-by, soit j'ai pas vu, soit j'aime pas. Je suis vraiment dans mon rôle de petit con. Oh là là. Mais tout le monde là ouvre ses faiblesses. Moi j'ai pleuré devant Rocky. Moi voilà, je suis d'une génération. Voilà, moi aussi, j'aime Cobra. Tout le monde avoue c'est points. Non mais le fait d'aborder la carrière des deux comme ça. Avec tout, en prenant vraiment tout et pas juste ce qu'on aime, ça me fait me dire qu'en fait il y a quand même pas mal de merde quand même là-dedans, et ça m'a aussi bien conforté pour me dire que Stallone fume Schwarzy dans tous les sens. Bon, ça c'est pas vrai, mais bon. Alors justement, Adrien, tu vas nous le prouver parce qu'on va passer à notre top 5 perso des films du duo. Bah tiens, tu vas commencer, Adrien. Alors Cobra. Non, alors il y a du Schwarzy, on commence par du Schwarzy, donc j'ai mis Total Recall en 5ème position. Vient ensuite Copland, donc ah ouais, voilà, mais ouais, je vous avais dit, finalement on s'en rend pas compte, mais je vous avais dit, j'aime beaucoup Copland. En 3ème position, Rocky 3. Et pas le 4 ni le 5, vraiment le 3, parce que voilà, c'est un moment faut rester quand même lucide, même si j'aime bien les autres. Vient ensuite en top 2 Terminator, parce que c'est obligé, mais pas le 2, hein, Max, désolé, mais voilà, Terminator. Et évidemment le top 1, Cobra. On s'en doutait, on l'attendait, voilà, je resterai là-dessus. Allez, à toi, Eric. Bon, moi je suis dans un top qui va pas être très original et dans la bienveillance, c'est-à-dire que j'ai vraiment mixé les deux avec une petite préférence pour Schwarzy. Alors, top 5, Copland en 5ème position. J'aimerais bien le remonter un peu, mais voilà, j'ai du mal aussi. J'adore le film, voilà, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. 4ème position, Rambo. Je laisse l'ambiguïté entre le 1 et le 4, comme les titres sont similaires, exprès comme ça j'en gratte un autre, mais vraiment Rambo 1 et 4, je trouve que c'est intéressant la manière dont ils se répondent, donc je triche un petit peu, voilà, je les mets en 4ème position un peu tous les deux. 3ème position, Terminator 2, il devrait être en premier si le monde était juste, mais voilà, moi je lui préfère quelques petits films au-dessus. Conan 2ème position et Terminator 1 première position, voilà, j'adore Terminator 1, je trouve trop cool. À toi, Mick. Alors, moi aussi, ça va pas être très 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 original, mais moi en position 5, je mets Rocky Balboa. J'aimerais qu'il soit plus haut, mais le haut du panier est tellement élevé que c'est compliqué, quoi. En 4ème position, je mets Rambo, mais Rambo 1, même si voilà, peut-être que le 4 se mettra aussi ex aequo, mais j'ai besoin de le revoir aussi, de pas rester juste sur une première impression. J'aime bien voir un film au moins 2 fois pour me faire une véritable impression. En 3, je mettrais Terminator 2. Qui pourrait aussi être plus haut parce que c'est juste parfait, mais en fait les deux autres films au-dessus, moi j'ai vraiment un amour profond pour ces deux films. Le deuxième, c'est Terminator 1, que je trouve supérieur au premier, même si pour toutes les raisons qu'on a évoquées déjà sur l'épisode précédent, évidemment il y a plein de choses techniques qui font que le 2 est meilleur, etc. Mais le scénario du premier et surtout l'impact qu'il a eu sur les années 80, la science-fiction, et moi-même à cet âge-là, c'est digne des plus grands. Et puis en premier, c'est Rocky, parce que le premier Rocky, évidemment, je trouve ça vraiment merveilleux, tellement bien écrit, tellement bien ficelé, voilà. Il pourrait être ex aequo avec Rocky 3 d'ailleurs, pour d'autres raisons, mais plus personnel peut-être, mais le premier, objectivement, c'est ce que je préfère, qui me touche le plus, quoi. Voilà. Oh, j'ai des scrupules, j'ai pas mis Rocky maintenant, bon, je le mets en 6ème position quelque part. Il a pas mis Conan. Ah oui, j'ai pas mis Conan. Oh là là. Dans les mentions honorables, il y a Conan et Predator. Derrière, mention honorable Conan, mais c'est pas possible cette phrase. Évidemment, c'est un top 5 extrêmement difficile à faire. C'est super dur. Il y a des impasses, enfin, honnêtement, on est obligé de faire des impasses. Vous en avez fait, j'en ai fait aussi, donc il y a des choses peut-être qui vont vous surprendre aussi. Alors moi, mon numéro 5, c'est Conan, le barbare. Yes. Et oui, je sais, Adrien, mais voilà. Oui. En numéro 4, c'est celui qui fait une mention honorable, c'est Predator, chez Mick, c'est Predator. Au moins, il est cité. Voilà. En numéro 3,
Je voulais pas... en fait, j'ai aussi choisi, je fais juste une aparté, je voulais choisir un film par saga quand ça faisait partie d'une saga. Donc, pour Rocky, j'ai choisi Rocky Balboa en numéro 3. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce que c'est un film qui me touche énormément à chaque visionnage. En numéro 2, c'est Rambo 1. Pas vraiment de surprise, un grand film, limite un chef-d'œuvre. Et en 1, vous l'avez vu compris, je l'ai suffisamment dit, Terminator 2. Oui, voilà, il le fallait. Bon, il y a quand même 2 mentions spéciales quand même, parce que ça peut pas rentrer dans un top, mais ce sont quand même 2 films de l'amour, Demolition Man et Last Action Hero, à revoir coup sur coup, ça fait quand même une très belle soirée. Exactement, je valide. Je valide aussi. Et voilà, on arrive à la toute dernière partie de cet épisode, mais on ne pouvait pas finir sans un petit bonus. Après avoir exploré l'Amérique à travers les muscles, les punchlines et les bandoulières, place maintenant à un quiz final. Bon, moi, petit disclaimer, c'est des questions complètement à la con et les sources sont complètement à la con aussi. Donc voilà, ne pas prendre mes questions et les réponses pour argent comptant. Du coup, première question. Quel est le film préféré d'Arnold Schwarzenegger, pardon. C'est un film que beaucoup aiment dans cette équipe et que beaucoup détestent aussi. Ne me dis pas que c'est commun. Non. Plus. Non, ça déchaîne encore plus les passions. Je vous aide, c'est d'un réal avec qui il a bossé. C'est Titanic. C'est Titanic. Il aime Titanic. Bon, je suis dans la team Sly. Sly, depuis le début, j'arrête. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui, ça me déçoit. Il l'a cité énormément de fois. Alors, GPT nous dit que peut-être que son vrai film préféré, c'est Autant en emporte le vent, mais Titanic arrive juste après, quoi. Ah, ça m'a flingué le moral, moi, d'un coup, là. Oh, là, je me sens, là. Ouais. mais tout s'explique parce que finalement, qui a le QI le plus élevé des deux? Stallone. Et oui, c'est Stallone. 162 QI contre 130 de Schwarzenegger. Je pense que c'est complètement bidon. Mais en soi, ça pourrait s'expliquer. Hein. Ça pourrait s'expliquer, mais voilà. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé finalement. Autre question. Quel autre grand film de robot a bien failli avoir Schwarzy dans le rôle principal? Oh là là. D'un réal avec qui il a bossé aussi et qui est finalement le grand rival de Terminator. Robocop? Oui, Robocop, ouais. Alors je suis tombé sur un article qui dit que Schwarzy a été a passé peut-être pas passé le casting, mais en tout cas a été pressenti pour faire Robocop. Il a pas besoin d'armure. Mais où tu mets l'armure sur le gars, quoi? En même temps, l'armure qu'il a dans Batman et Robin, c'est la version Wish de Robocop. Hein. C'est vrai. Oh le pauvre. Alors maintenant, question sur slide. Sylvester Stallone a reçu de nombreux prix dans sa carrière, mais quelle institution lui a décerné le plus de récompenses? Et un point bonus si vous arrivez à avoir le chiffre exact de toutes les récompenses. Donc qui lui a été donné par une seule et même institution. Les Razzie Awards. Ah, trop facile. Effectivement, les Razzie Awards, donc qui récompensent le pire du cinéma quand même. Donc ça a eu une incidence sur l'image qu'il a donc dans le milieu hollywoodien. Et d'après vous, combien de prix en tout? 8. C'est 10 prix en tout, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors j'en cite quelques-uns, voilà, les plus emblématiques. Donc le pire acteur en 1986, à la fois pour Rambo 2 et pour Rocky 4, pire réalisateur pour Rocky 4, pire acteur pour Rambo 3 en 88, pire acteur de la décennie des années 80, pire acteur pour Arrête ou ma mère va tirer, bon ça c'est peut-être pas faux. Voilà, pire couple à l'écran avec Sharon Stone avec l'expert, et mérité pire aussi. acteur, voilà, c'est mérité, et pire acteur du siècle quand même. Donc c'est quand même un peu vache, quoi. Alors attention, deuxième question. Quand il fait pas du cinéma ou de la gonflette, quelle passion occupe le maigre temps libre de Sylvester Stallone? La peinture. La peinture, ouais. Bonne réponse, la peinture. Donc la peinture, pas la sculpture, c'est un passionné de peinture. Donc les Razzie le font passer pour un crétin, mais en fait pas du tout. C'est quelqu'un de très cultivé, il a une collection personnelle avec des grands peintres comme Francis Bacon, Claude Monet ou Pablo Picasso encore. Il peint lui-même et il a exposé à travers le monde.
Et si on regarde sur sa fiche Wikipédia, ses œuvres, enfin le site annonce que ses œuvres se négocient entre 1500 et 3500 $. Donc à un moment je me dis tiens, on pourrait peut-être lancer une campagne, un litchi, un crowdfunding pour peut-être faire un cadeau à Mick et Adrien. ça me paraissait quand même un peu faible vu le nom. Et en fait sur les véritables sites où on peut acheter ses œuvres, c'est pas du tout ces prix-là. Mais alors pas du tout quoi. Ces toiles se vendent de manière beaucoup plus élevée. Donc à nouveau sa fiche Wikipédia ne peut pas s'empêcher de se foutre de sa gueule sur le Stallone peintre quand même, comme quoi même là on n'arrive pas à le prendre au sérieux. Alors attention, troisième question, qui est une question mixte entre Stallone et Schwarzenegger, parce que voilà, fallait les réunir pour mon dernière question. Donc dans les années 90, Stallone et Schwarzenegger étaient au plus fort de leur rivalité à l'écran, on en a pas mal parlé, et pourtant dans la vie, ils étaient associés d'affaires à cette même époque. Pour quel projet ? Planète Hollywood. J'avais dit que c'était trop facile mon quiz. Donc facile. Effectivement, Planète Hollywood. Donc c'est dans les années 90. Pour info, c'était les premiers investisseurs avec Bruce Willis, Demi Moore et Whoopi Goldberg. C'était vraiment les 5 qui ont lancé la chaîne, qui ont mis l'argent dedans. Après, il y a d'autres stars qui ont rejoint l'opération, mais c'était en échange d'actions en fait pour leur partenariat. Donc ils n'étaient pas investisseurs directs. Voilà messieurs, bon, très beau score, hein, bravo. Hein. Alors moi, il y a un peu de tout, il y a un peu de mix et tout ça, mais d'abord, qui a été le mieux payé au sommet de sa carrière entre Stallone et Schwarzenegger ? Schwarzenegger. Ouais, c'est Schwarzenegger. Et à son pic de célébrité, il a touché jusqu'à 30 millions de $, pour Terminator 3. Donc il a pris un beau cachet. Ouais, je savais que c'était ça. Et voilà, ils ont tout mis là-dedans en fait. Sous les conseils donc de James Cameron. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Tu lui dis bon vas-y. Alors, deuxième question. Je vais vous dire 4 noms de personnages de Schwarzenegger et vous allez devoir découvrir de quel film il s'agit. Les 2 premiers sont les plus simples, les 2 derniers sont plus durs. Le premier, c'est Ben Richard. Running Man. Bravo. Le deuxième, c'est John Matrix. Commando. On voit les fans. Ils sont au taquet, quoi. Le troisième, c'est Dutch Schaffer. Predator. Ouais, très bien. Oh là là. Et le dernier, peut-être un peu plus dur, Ray Owens. La fin des temps. C'est dans la dernière partie de sa carrière. Le dernier rempart. Le dernier rempart, bonne réponse. Alors, autre question. Quel est le métier officiel de John Kimball, interprété par Schwarzenegger dans un film des années 90? Bah dans un flic à la maternelle, ouais. Il est flic undercover, Exactement. il devient prof de... Oh la vache, il y a des gars. Un policier sous couverture dans une école. Bravo Max, hein, parce que là même moi je l'aurais pas trouvé. Et dans quel film Schwarzenegger incarne-t-il un pompier qui est un pompier vengeur après un attentat? Bah c'est pas la fin des temps ça. Ça j'ai pas ça. C'est dans Dommage collatéral. Oui, mais qui se souvient de Dommage collatéral? Personne. C'est pour ça que celle-là était un peu bah plus dure. Oui, mais quoi. même ChatGPT, il s'en souvient pas de ce film. Et moi, je pose une dernière question sur Stallone. Combien de films Stallone a officiellement réalisé? Oh là là. Ben on va commencer. Rocky 2. Ouais. Rocky 3. Ouais. 2. Rocky 4. Ouais. La Taverne de l'Enfer, je l'avais oublié celui-là. Ouais. The Expendables, John Rambo, Rocky 6. Expandable 2, il l'a pas fait, non? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et il en manque un dont on n'a pas trop parlé. Ah, mais si, putain. C'est pas Paradise Alley? Bah, je l'ai dit, c'est La Taverne de l'Enfer. Ah. Non, la suite d'un carton de la fin des années 70. Ah oui, Staying Alive, putain. Mais oui, bien sûr. Il a fait la suite de La Fièvre du samedi oui, bien soir, sûr. Staying Alive. Ce Donc film. il a réalisé 8 films. Ah ouais. 8 films. Donc où d'ailleurs Travolta a souffert le martyre parce qu'il l'a traité un peu à la même manière que lui a traité son corps durant Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4. Et officieusement, il aurait aussi co-réalisé Les Faucons de la Nuit, plusieurs scènes de Rambo 2, plusieurs scènes de Tango et Cash, plusieurs scènes de L'Expert, et il se serait chargé du montage de Detox. Plus Demolition Man, plus Judge Dredd aussi. Voilà, plus tous les autres. Tous les autres, ouais. Voilà. Alors, quelle actrice aurait brièvement fréquenté Schwarzenegger, attisant un peu plus leur rivalité dans les années 80? Birgit. Et oui, c'est Birgit. Ah putain. Alors ça. Ouais, bravo. Et oui, et en fait ça vient d'elle, c'est elle qui dans son autobiographie laisse entendre qu'elle a eu une courte liaison
avec Schwarzenegger pendant qu'il était déjà avec sa femme, avec qui il est resté très longtemps, Maria Shriver. Et alors, il y a même eu une rumeur comme quoi il l'aurait poussé dans les bras de Stallone à la suite, mais ça n'a jamais été confirmé. Et lui-même n'a jamais confirmé il a dit qu'il avait eu des aventures pendant sa relation avec Maria Shriver, mais il a jamais explicitement cité Birgit. C'est elle qui s'est elle-même citée. Putain, la vache. Sur le tournage de quel film Stallone s'est-il blessé en demandant à son partenaire de frapper vraiment fort, ce qui a failli lui coûter son cœur? Rocky IV, Dolph Lundgren. Exactement, c'est Dolph Lundgren, ouais. Et donc à partir de là, il est parti à l'hôpital et le tournage a dû être interrompu pendant un petit moment parce que il a failli réellement y passer sur le tournage de Rocky IV. Ouais. Et dernière question, quel film aurait pu réunir Stallone et Schwarzenegger dans les années 90, mais qui a capoté à cause de leur ego? Volte-face, Tango et Cash, Hit ou La Tour Infernale numéro 2? La Tour Infernale numéro 2, non. Tango et Cash, non? Volte-face. Moi je dirais Volte-face, ouais. Volte-face. Ah putain. Et ouais, John Woo, il voulait à la base Stallone et Schwarzenegger dans les deux rôles, mais ça s'est vite avéré impossible parce que je sais pas si c'est une bonne idée. d'échanger les deux rôles, c'était quasiment, avec leur ego surdimensionné, c'était quasiment impossible à l'époque. Et ouais. Oh là là. Voilà, c'est la fin de ce thème en 3 épisodes sur le duel de titans qui a opposé, et oppose encore, on l'espère longtemps, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Merci Mick. Merci, c'était super. Merci Adrien. Merci à tous et allez voir Cobra. Encore. Et merci Eric. Et merci à tous et à toutes là pour votre écoute. L'équipe de Retour à l'écran vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes. C'est tout? On a fini? Ouais, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Merci infiniment de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.